Chers amis, chers camarades, chers auditeurs, bienvenue sur Méridien Zéro. Très heureux de vous accueillir pour cette nouvelle émission. Wiesdorf à la barre, accompagné, et c'est une grande première aussi, de Mathilde. Bonsoir Mathilde. Bonsoir. Et de mon fidèle compagnon et camarade Jean-Louis Romégas. Bonsoir Jean-Louis. Bonsoir, bonsoir. Nous avions reçu en juillet dernier, vous en souvenez probablement, au terme d'une émission axée sur le social, notre ami Antonin qui est parmi nous ce soir. Bonsoir Antonin, merci d'être avec nous. Bonsoir tout le monde et merci de me recevoir. Oui, on avait à l'époque pris rendez-vous, c'est bien le mot, on avait pris rendez-vous, on avait dit on ferait un peu le point en cette fin d'année. Fin d'année importante, les enjeux sociaux sont tout aussi cruciaux et importants, l'action est d'autant plus nécessaire avec d'une part la saison qui s'y prête effectivement. On avait évoqué le problème des SDF, le problème de la comment dirais-je, de la pauvreté, c'est ton métier, tu connais le sujet, tu nous en as longuement parlé. Et nous avions convenu à ce moment-là de pouvoir nous retrouver pour faire un petit point juste avant les fêtes, c'était nécessaire, alors que le froid commence à se faire méchamment sentir dans nos rues, de faire un petit peu le point sur tout ce qui était action sociale. Et l'action sociale qui est un marqueur important pour Méridien Zéro autour de ce que fut le mouvement d'action sociale, et notamment, et nous en parlerons cette fin d'émission, Solidarité Populaire qui repart d'un pied nouveau si j'ose dire, puisque un site internet sera prochainement mis en ligne, très prochainement, on vous en reparlera, une émission lui sera consacrée, mais il nous semblait Antonin nécessaire de refaire un petit peu le point et de te laisser une forme de carte blanche. Oula. Cette manière de voir les choses qui n'appartient qu'à toi. Déjà te demander comment vas-tu Antonin? Ah bah moi ça va, mais enfin je suis quand même assez en colère et très très contrarié en fait quand je vois toute la communication autour de la période d'hiver autour des SDF. Alors moi, je vois souvent des gens de notre milieu qui relayent des articles, 147 000 SDF à la rue, c'est une honte, c'est pas normal, et on accueille des milliers de migrants et tout ça. Moi, la question que je pose, c'est est-ce que vous avez déjà vu, vous, 147 000 Français à la rue ? Moi, je trouve ça ridicule. La dernière fois, je l'avais dit, sur Paris, on en est à quelques centaines de SDF français. Le reste, ce sont que des étrangers. Et moi, ça devient insupportable, et je le dis très très clairement, ça devient insupportable de voir un milieu nationaliste qui récupère à un moment donné la propagande d'État sur les SDF, pour dire que les migrants sont mieux logés que nos SDF. Alors tout ça c'est ridicule parce que les SDF qui sont à la rue, nos SDF sont des clochards. L'autre jour, il y avait un article dans Sud-Ouest qui a été repris des dizaines et des dizaines de fois sur Internet sur un SDF qui était mort devant les locaux du SAMU social du 115 à Bordeaux. Alors, c'est quand on prend le temps de lire l'article, et oui, il faut prendre le temps de lire les articles quand même. Qu'est-ce qui est dit ? C'est un monsieur roumain, la cinquantaine, qui était clochard et qui est mort de froid. Et dans cette journée-là, il y a eu 3 passages, 3 passages de maraude et du SAMU social pour voir comment il allait. 3 passages. À 3 reprises, il a refusé une proposition d'hébergement. Quand vous allez après dans Paris, quand vous promenez dans Paris, vous voyez très peu de clochards français. Vous avez beaucoup de gens de l'Est, qui pourraient être d'apparence française, mais c'est en aucun cas nos clochards à nous. Et c'est important de le dire parce que on a toute une population marginale qui vient à Paris parce qu'ils savent qu'ils vont bénéficier d'aides sociales, que les gens ils sont généreux, qu'ils vont pouvoir profiter d'un système de santé et puis un petit peu l'accès aux soins, mais c'est parce que ce public-là qui vient de l'Est, lui, il n'est pas forcément axé sur l'accès aux soins. C'est des possibilités de manger gratuitement, de pouvoir de temps en temps être pris en charge pour de l'hébergement, qu'il y a des fringues à volonté qui sont données par des associations, que les maraudes leur apportent le café. Voilà, en fait, tout ça, pour moi, c'est vraiment d'un ridicule. Donc moi, je viens pousser ma gueulante, parce que les associations pour lesquelles j'ai bossé capitalisent dans la période d'hiver sur les SDF, alors qu'ils n'en ont strictement rien à faire.
Hein, ils n'en ont strictement rien à faire. C'est les SDF, ils peuvent crever. Moi, vous allez dans des centres d'hébergement, vous avez un SDF qui se pointe et qui dit j'ai froid, j'en peux plus. Moi, j'ai eu l'autre jour, c'était une jeune femme qui était venue. Le centre d'hébergement n'en a rien à faire. Ils disent vous allez dehors et puis vous appelez le 115. D'accord. Et les associations, elles touchent des millions et des millions et des millions. C'est une place d'hébergement, c'est 18 000 € à l'année quand même. Hein. C'est 1 500 € au mois. Donc vous avez des associations qui vont capitaliser au moment de l'hiver en disant faut faire des dons, faut aider pour les SDF. Alors que moi je le dis, il n'y a rien qui part pour les SDF là-dedans. Mais si en plus les milieux nationaux font exactement la même chose, en disant regardez les SDF, les étrangers sont hébergés, pas les nôtres, regardez on a 147 000 Français à la rue, mais là c'est ridicule. Vous entendez parler, là, moi, c'est une actualité que je suis précisément, il y a un centre d'hébergement d'urgence qui va être ouvert pour les familles et les femmes qui sortent de maternité. Mais est-ce que vous avez déjà vu une Française enceinte à la rue ? Je vous pose la question, là, vous qui êtes là. Non, personnellement, non, non, pas spécialement. Eh bien oui, mais c'est là où tout ça est dramatique. C'est-à-dire que on fait croire que ce sont des familles françaises et qui sont dans des situations de très grande précarité, et c'est faux. En général, c'est quand vous avez un Français qui dort dans sa voiture ou une femme. Tout de suite, vous avez des dizaines et des dizaines de personnes qui réagissent, qui proposent un petit logement, un petit hébergement, un emploi ou autre. C'est-à-dire que les choses elles vont très très vite. C'est-à-dire que dans ton analyse, dans ta logique à toi, dans ta logique, dans ce que tu peux, ce sur quoi tu peux travailler ou assister, c'est de dire qu'aujourd'hui, la plupart des gens qui vivent à la rue ne sont pas nos compatriotes ou pas forcément nos compatriotes, et qu'il y a une véritable récupération politique autour de cela. Ça veut dire qu'il n'y a pas de problème de pauvreté sociale de nos compatriotes aujourd'hui en France ? Ah si, c'est-à-dire que il y a une précarité sociale, économique et culturelle. Ça c'est une réalité. Parce que quand on parle de 9 millions de gens en France vivant sous le seuil de pauvreté, qui ne sont pas tous forcément à la rue, mais qui vivent sous le seuil de pauvreté tel qu'il a été défini, tel qu'on le définit, la plupart du temps, c'est aussi des Français, des gens qui sont là et qui sont des Français de souche. Parce que dans ton analyse à toi aujourd'hui, tu sembles dire que le système social aujourd'hui est surtout à vocation des migrants, des immigrés ou des gens qui viennent, qui sont extra en dehors de l'Hexagone. Mais est-ce que et cette récupération dont tu parles des milieux nationaux autour d'hypothétiques, comment dirais-je, SDF français, est-ce que pour toi on est dans l'abstraction, dans le mensonge, Ah oui, on est dans le mensonge. Parce que moi, c'est le peuple français, je l'avais dit la dernière fois, c'est quand même le peuple le plus généreux au monde. Hein, quand on regarde tous les dons qu'ils font au niveau des associations, les prélèvements sur les salaires et tout ça. Les Français, ce sont des gens qui donnent, qui ont le cœur sur la main. Si vous avez des banques alimentaires, vous avez le secours populaire, vous avez énormément de choses. Donc abuser du bon peuple français, c'est quelque chose, moi je supporte plus. Mais vraiment, moi j'en suis venu à faire un blocage, quoi. C'est qu'on dit il y a 9 millions de personnes qui vivent sous le seuil de pauvreté. Ok, bon maintenant, si on poussait les études et puis qu'on disait mais combien de ces gens-là sont propriétaires en dehors de la France ? Hein. Vous avez combien de gens qui sont en France aux minima sociaux et qui, à côté de ça, ont une résidence en Afrique, Afrique subsaharienne, Algérie, pays de l'Est ou autre. D'accord ? Alors là, les 9 millions, là, tout de suite, ça va diminuer. Hein. Et puis on va se retrouver avec des gens de la France périphérique, hein, de Julie, hein, sur des gens qui sont dans la Creuse, dans le Cantal, ou d'autres régions, même en Normandie, même en Bretagne, sur des gens qui sont fauchés, hein, dans la Somme et tout ça, sur des gens qui sont fauchés, qui n'ont pas de résidence secondaire, qui ne peuvent pas partir à des milliers de kilomètres. Moi, j'ai participé à une journée de formation, d'information sur l'hébergement et le logement sur Paris. Et il y avait un travailleur social dans le 18e qui a pris la parole, qui disait, mais moi maintenant, je suis de plus en plus sollicité pour des aides financières par des gens, des Africains, donc toute l'Afrique, hein, qui sont en RSA, mais qui n'arrivent plus à gérer, en fait, leur budget pour partir en vacances et entretenir la maison qu'ils ont bled. Voilà.
Et le gars, il expliquait ça, il disait, mais là, ça devient catastrophique. Alors, il faut savoir que, par exemple, vous prenez une ville comme Paris, quelqu'un qui habite à Paris depuis 1 an et 3 ans, c'est le top, 3 ans, c'est le pompon, il y a 3 000 euros d'aide financière, par exemple, par personne. C'est vous rajoutez toutes les petites aides diverses qu'il peut y avoir, mais on arrive dans des choses qui sont hallucinantes. Alors moi, quand j'ai travaillé en centre d'hébergement, c'est la plupart des mecs qui étaient étrangers avaient une maison en bled. La plupart. Hein. Donc là-dessus, et ils sont en centre d'hébergement à 18 000 euros la place. Donc moi, ça devient extrêmement violent pour moi de me dire je suis en train de participer au grand remplacement du peuple français. Et en plus, à côté de ça, on essaye de nous faire pleurer. C'est-à-dire que les Français, ils payent pour se faire remplacer, et puis il y a une forme de... On va encore plus les culpabiliser. Donc moi, je peux plus. Moi, en fait, je sature. C'est pour ça qu'en début d'émission, tu me demandais comment j'allais. Ouais, ça va moyen, parce que ça n'a plus de sens. Ouais, non, mais je pense qu'on a raison. Enfin, des anecdotes, les uns les autres, en creusant bien, si on fait le bilan des personnes avec qui on peut discuter. Moi, 2 anecdotes comme ça, hein. L'une sur ce que tu disais, sur quelqu'un qui dort dans sa voiture. En effet, l'année dernière, on s'aperçoit qu'un élève de terminale d'origine congolaise dormait dans sa voiture. Il est resté 15 jours dans sa voiture, maximum. Au bout de 15 jours, l'administration de l'établissement avait mis tout en branle pour lui trouver en effet une place d'hébergement. Et encore, je ne suis pas sûr que les 15 jours y soient. Je pense que oui, mais bon. Bref, c'est allé très très vite. Très 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 vite. L'autre anecdote, c'est discutant avec une voisine qui travaille au service social de la mairie, qui n'en peut plus en fait de ces mères de famille, là aussi d'origine africaine, qui viennent en fait pleurer pour avoir des bons de téléphonie en fait pour pouvoir appeler le pays, disant oui mais quand même ça fait partie de l'aide sociale tout. Et donc cette voisine expliquant que non, et puis au bout d'un moment le chef de service qui lui dit bah si vous faites rentrer ça dedans. Bon bah voilà. Donc en effet, il y a des soucis, mais ces soucis ne sont pas forcément exactement ceux qu'on voit. Oui. Mais c'est en discutant qu'on s'en aperçoit. Ouais, c'est moi, pour revenir à l'histoire des 9 millions de personnes qui sont sous le seuil de pauvreté, on a des gens qui ont des exigences pour maintenir leur niveau de vie avec le bled, et ça n'a plus de sens. Moi, j'ai vu des gens qui arrivent d'Algérie, et au bout de 2 mois, ils accèdent à un studio dans Paris Centre, en centre d'hébergement, et puis qui font les allers-retours avec leur pays, en billets d'avion et tout ça. Ah, bon. Mathilde ? Oui, alors sur ce sujet, je n'ai que la vision du grand public, mais c'est vraiment... C'est peut-être des épiphénomènes, mais sur Twitter, parfois, on voit relayer des articles sur des femmes françaises de souche, une de temps en temps, je dis des parce qu'il y a toujours un article qui pop tous les 6 mois, qui en effet dorment sous des tentes ou dans leur voiture. Alors, je me dis, voilà, cette population-là qui semble exister, qu'est-ce qu'on peut faire pour elle ? Et parce qu'au sein de la population qui, en effet... profitent des aides sociales pour entretenir une situation qui n'est pas si mauvaise que ça ailleurs, il se trouve quand même quelques familles qui semblent être dans un grand besoin. Pour ces familles-là, oui, on ne peut pas nier que dans ce lot-là, il y a également des gens qui sont des Français de souche. Ils existent, ce n'est pas une abstraction, ce n'est pas une illusion. Ouais. Alors, en fait, faut faire la part des choses entre la famille qui, suite à des difficultés, va se retrouver à la rue et qui n'est pas faite pour être à la rue, et les personnes qui vivent à la rue depuis un certain temps. D'accord ? En fait, entre le SDF et le clochard, comme tu disais tout à l'heure, c'est ça ? Non, le clochard, c'est quelqu'un qui a décidé de se mettre en scène. D'accord ? C'est pour ça que moi, je ne donne jamais des clochards. C'est-à-dire qu'ils ont fait un choix et ils essayent de se faire voir, quoi. Et puis... ils profitent, c'est un peu comme les punks à chiens, en fait. Hein. Les punks à chiens, vous n'allez pas les voir dans un petit village à 500 habitants. Hein. Ils vont se mettre en ville et puis ils vont être visibles, ils vont profiter de tout ce qu'ils peuvent pour acheter leur 8-6 et leurs conneries. Quoi. Non, quand vous avez des personnes qui ont vécu à la rue, c'est s'ils sont restés malgré tous les services sociaux qui existent, c'est qu'il y a un problème. D'accord ? Donc, moi, j'ai eu affaire à des familles comme ça, et c'est très compliqué de les ramener dans un centre d'hébergement, parce que ces personnes-là, elles sont généralement en colère. Elles sont très critiques envers le système social.
Comme elles sont en plus françaises, elles disent mais, les étrangers, ils ont droit à ça, pourquoi vous ne faites pas quelque chose pour nous? Et ils se grillent tout de suite. Ça, dans les services sociaux, ils n'aiment pas ça. Et moi, j'ai pu sortir des familles comme ça, des couples avec enfants, même des femmes. Quand je les avais dans le bureau, je dis mais c'est pas compliqué. Hein. Si vous avez, faut faire un choix. C'est soit vous exprimez votre colère, soit vous sortez de la rue. Tant que vous voudrez exprimer votre colère et que vous tiendrez ces propos-là, si vous serez grillé, vous n'obtiendrez rien. Oui, non, Voilà. la colère contre le système est légitime si on n'est pas français, en fait. Pardon ? La colère contre le système est recevable et légitime Voilà. du point de vue des aides sociales si on n'est pas français. Si on est français, on n'a pas le droit d'être en colère contre le système. Donc. Voilà. Et puis, Bien résumé, ça. Puis oui. en plus, ouais, et puis il y a toutes les associations qui aident et qui encouragent en fait les personnes étrangères à être de plus en plus dans la revendication et dans les exigences de cartes téléphoniques ou de conneries comme ça, quoi. Ouais, moi, c'est tout un travail qu'il y a à faire, parce que quand vous avez des gens comme ça qui sont passés par plusieurs travailleurs sociaux et travailleurs sociaux qui en ont marre, qui les rejettent et qui les grillent, hein, ça ils sont grillés, après le nom il est connu, puis il n'y a plus personne qui veut faire quelque chose. Bah, pour rattraper ça, c'est pas simple. Donc moi, je disais maintenant, c'est soit tu fermes ta gueule là-dessus, et là on va trouver une solution, tu vas être dans ton logement et tu pourras gueuler tout ce que tu veux après, ou soit tu le fais maintenant, mais je pourrais rien faire parce que c'est toi qui es en train de te griller comme un con. Je leur parlais avec ces termes-là. Et ils l'entendent, ça, en fait. Hein. Ça marche assez bien. Et ce sont des personnes, moi je le fais, ce sont des personnes qui ont quand même des comportements, des savoir-être, en fait, qui ne sont pas forcément évidents. Donc on ne peut pas les prendre comme ça chez soi. Hein, quand toi, quand tu posais la question, c'est qu'est-ce qu'on peut faire pour eux? Oui, non, c'est pas qu'on va faire soi en tant qu'individu. Évidemment, on va pas les prendre chez soi, c'est logique, mais plutôt comme dans la vie associative et tout. Enfin. Ouais, mais c'est un petit peu la même chose, parce que il sera temps à un moment donné que nous, les mouvements, les nationalistes, on se saisisse de la chose réellement et qu'on ne soit pas que dans des opérations de buzz et de communication, hein, avec la plus belle affiche pour dire que on va aider les SDF. Non. Ça nécessite une prise en charge particulière, en fait, hein, sur des gens qui sont référents, qui tiennent la route par rapport à eux, parce qu'on est là pour leur offrir un cadre sécurisant. Hein. C'est comme les instituteurs, les profs, il faut qu'ils posent un cadre et des limites. Moi, je suis un professionnel, c'est mon métier, donc je le fais parce que moi, j'ai pas de cas de conscience. C'est-à-dire que quand il y en a un qui me fait chier, je dis écoute, là, tu m'emmerdes, si t'es pas content, tu prends tes affaires, tu dégages. Quelqu'un qui va recevoir chez lui une personne comme ça, si elle sait pas poser les limites, elle va se faire bouffer. En fait, hein. Et on se retrouve avec des gens qui sont récupérés. Ça arrive souvent, hein, d'avoir des SDF qui sont hébergés par des gens, et puis les gens n'arrivent pas à poser les limites, et puis au bout d'un moment, ils les virent, et puis on est dans des cercles vicieux, en fait, hein, où les personnes, ça se reproduit. Alors eux, ils sont dans un sentiment d'échec, et puis ils en veulent encore plus à la planète, et ainsi de suite. Alors j'avais moi parlé la dernière fois, c'était le 115 du particulier sur Facebook, qui marcherait très bien. C'est des gens qui proposent. Et quand vous lisez les commentaires, il y en a plein qui disent ouais, mais attention, hein, c'est pas simple d'héberger des personnes, ça peut être compliqué, tout ça, quoi. Alors il y a une très grande tolérance vis-à-vis des migrants là, sur des bons 68 heures qui veulent héberger des migrants chez eux. Je me demande d'ailleurs pourquoi ils le font pas pour des SDF. Hein, parce que les migrants, ils viennent pour des raisons économiques. Le SDF, c'est aussi quelqu'un qui a souffert. Parce que vivre à la rue, c'est se faire agresser, c'est se faire taper dessus, se faire raqueter, parce que c'est un monde qui est cruel. Hein. Après, ça atteint, je me permets de t'interrompre, c'est vrai que parce que tu en parles, et puis après, on passera peut-être à autre chose. C'est vrai que du coup, les commentaires, parfois, sont quand même tristement ubuesques ou tristement comiques. Je pense particulièrement à celui a priori d'une jeune femme ayant donc en effet hébergé un jeune Somalien ou un jeune d'origine africaine chez elle, et se demandant comment elle devait essayer de lui expliquer qu'il fallait qu'il arrête d'harceler les femmes dans la rue. Là, c'est vrai que on atteint des niveaux de grand écart intellectuel et moral qui en sont risibles quand on est à l'extérieur. Alors, moi, j'ai eu des primo-arrivants dans des centres d'hébergement, hein, d'urgence, hivernaux. C'est un peu ma spécialisation. Et donc, j'ai eu des primo-arrivants. Et le primo-arrivant, moi, je pose le cadre tout de suite. Hein. C'est comme ça, t'es pas content, tu dégages. En fait. Hein. Et après, ça se passe très bien. C'est-à-dire que quand on leur a fixé, eux, les limites tout de suite, ils les intègrent. D'accord, hein. Mais il ne faut pas être dans la négociation, en fait. Hein.
Donc ça, sur ces gens qui sont à la rue, moi je pense nous au niveau nationaliste, on pourrait proposer, alors je sais que dans le sud-est, Dominique qui m'entend va le faire, c'est un lieu de... comment on appelle ça pour permettre aux personnes de faire un lieu de séjour de rupture, voilà. C'est-à-dire que quand vous avez des jeunes, par exemple, qui déconnent un peu trop, on propose des séjours de rupture pour les délinquants et tout ça. Et en fait, la logique du séjour de rupture, c'est casser par rapport à l'environnement. D'accord ? C'est quand vous avez des personnes qui sont en ville et qui peuvent avoir accès à de l'alcool ou à tout ça, c'est très compliqué de leur faire comprendre et de leur faire intégrer que la ville, c'est pas le top et que la tentation, c'est bien sympa, mais c'est pas ça qui va les aider. Et je pense que nous, on pourrait proposer des lieux de séjour de rupture sur des terrains avec un bâtiment, des caravanes et tout ça. Et donc, vous en avez un qui fait ça, celui qui gère le 115 du particulier, par exemple, qui a un terrain avec 5 mobil-homes et sur des gens qui viennent et qui se retapent et l'encadrement est très très ferme. Et je pense qu'on a quelque chose à faire avec ça, en fait. On avait évoqué lors de ton dernier passage, justement avant de revenir sur le cas des actions qui sont menées par les mouvements nationaux, comme tu l'évoquais, avant de revenir sur ce sujet-là. On avait évoqué le fait d'initiatives de mise en commun d'idées pour pouvoir justement trouver des solutions, c'est-à-dire s'affranchir un petit peu de ce qui est proposé de manière institutionnelle pour pouvoir justement proposer un système comme tu le définissais, qui puisse être adapté à des situations concrètes. Qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui, on va dire presque 6 mois après cette émission ? Alors moi, par rapport à l'émission, c'était intéressant parce que j'ai plein de gens au niveau individuel qui m'ont contacté et qui m'ont dit qu'ils sont partants en fait, qui sont très intéressés. Mais après, faut créer des structures légales. On avait parlé de l'économie sociale et solidaire qui était très intéressant. Donc moi, là, en fait, les gens, ils sont quand même demandeurs. Ils sont quand même demandeurs parce qu'ils se rendent compte que l'argent, ça part un peu n'importe où, que eux, ils sont, en plus, comme le français, il est généreux, s'il a envie de participer à quelque chose, on peut créer des réseaux et tout ça, sauf qu'il faut leur donner tout ça, quoi. Et moi, je me sens vraiment très seul, Je me sens vraiment très seul. Alors, j'ai mon expertise, j'aimerais bien transmettre ces savoirs-là, mais si il n'y a aucun mouvement, s'il n'y a aucun groupe de réflexion qui est intéressé, parce que moi j'ai eu 0 appel de la part d'organismes en fait, nationaux, pour me dire tiens, comment est-ce qu'on pourrait travailler ensemble, qu'est-ce qu'on pourrait monter comme projet, tout ça, rien. Non, mais parce que je pense que ces mouvements se sentent aussi démunis que les particuliers, si tu veux, parce que ça induit c'est une sphère, c'est plus facile, si tu veux, pour un mouvement politique, c'est plus facile de faire de l'agitation politique. Je dis plus facile, pas dans un sens péjoratif, mais parce que ça fait partie des compétences d'un mouvement politique. Généralement, on a c'est le savoir-faire qui manque. Un militant sait faire des choses, et ce qu'il sait faire, c'est des choses de militant. Là, tu nous l'as bien souligné depuis 2 émissions, et je pense que ça commence à rentrer, l'air de rien. C'est qu'en effet, là, on n'est pas justement dans la compétence habituelle du militantisme. Et les objectifs de ce type d'action ne sont pas des objectifs militants dans un ordre primaire, des objectifs militants immédiats. C'est sur le long terme. Et donc, je pense que les mouvements, c'est pas par désintérêt, mais je pense qu'ils savent pas faire. Il suffit, on peut regarder un petit peu on peut revenir, après tout, on va pas réinventer l'eau chaude à chaque fois, mais on peut revenir sur les rapports compliqués entre ce que faisait le pasteur Blanchard à l'époque et le Front National. On peut pas dire que cet aspect-là a été pris en charge par le parti à l'époque. Alors, on peut trouver plein de raisons, plein d'explications, mais à un moment, sur une autre expérience, pareil, les identitaires avec ce que faisait Odile Bonivard. Alors bien sûr, c'était mis en avant, les identitaires ont vécu sur l'image de la soupe au cochon pendant des années, alors que Odile Bonivard avait terminé son action bien avant. Donc les mouvements vont utiliser ça comme de l'image parce que ça, ils savent faire. Par contre, en effet, mettre les mains dans le cambouis réellement, je pense que c'est plus compliqué pour eux, mais parce qu'ils ne savent pas faire. Alors, moi j'écoutais David Lépée.
L'autre jour, alors je vous encourage à aller voir sur sa page YouTube, il y a eu un extrait, alors je crois que c'est Orage d'Acier qui avait interviewé quand il y avait eu des journées, et donc lui il a coupé, il a récupéré l'extrait où il était interviewé, et moi j'étais aux anges quand j'ai entendu parler. Lui il disait mais maintenant droite gauche et tout ça, lui il n'y croit pas, et bon, je suis entièrement d'accord avec lui. Et ce qu'il disait d'intéressant, c'était faut arrêter de construire un nationalisme en opposition aux autres, c'est-à-dire oui, dehors les Noirs, les Arabes, les migrants, l'islam, tous ces machins-là. Faut arrêter d'être dans cette logique-là et il faut être dans une logique de construction. C'est qu'est-ce qu'on propose aux gens, comment on fait pour être dans du positif et dans autre chose que de la complainte et puis désigner les autres. Voilà, on ne peut pas créer une identité française en opposition avec les autres. Exactement, En fait. le milieu est tout le temps dans le... Enfin, quand on voit sur Twitter, sur les réseaux, partout, c'est toujours les autres sont horribles, ils font ça, et beaucoup trop rarement nous, on fait ça, notre culture ceci, notre culture cela. C'est vrai que souvent, on oublie ce pourquoi l'on se bat. On n'oublie jamais contre qui on se bat, ça on le rappelle tout le temps, mais on oublie souvent ce pourquoi l'on se bat. Et, c'est un peu le drame. Oui. Qui me semblait très intéressant tout à l'heure, justement, Pasteur Blanchard. Dans Pasteur Blanchard, il y a Pasteur. Et à propos de savoir-faire, en fait, tout ce savoir-faire par rapport à la misère, ça a été traditionnellement le savoir-faire de l'Église, des différentes églises. Et c'est vrai que ça a été complètement récupéré par l'État, par la grande étatisation, qui a donc confisqué ce rôle-là à l'Église. Et je me demande si si déjà ces savoir-faire doivent subsister quelque part quand même dans les différentes paroisses. Qu'on voit dans d'autres pays, par exemple au Liban où j'étais en 2016, les paroisses ont encore ce rôle vraiment de fédérateur social. C'est elles qui ont les listes de familles dans le besoin, qui aident vraiment. J'ai l'impression que ce rôle s'est un peu perdu dans nos paroisses face à un rôle très... on va vaguement aider la grande pauvreté qui n'est plus du tout incarnée, qui est la pauvreté avec un grand P et qui évidemment s'adresse toujours aux migrants. Mais je me demande si on ne pourrait pas justement récupérer, je ne sais pas comment, ce savoir-faire là où il est, en s'appuyant sur des communautés... Faut-il encore que ce savoir-faire soit encore d'actualité et qu'il soit possible de le mettre en pratique? Parce que c'est vrai que le domaine du social, à une époque, comme le domaine de l'éducation et des soins, était quand même une des priorités, enfin une des prérogatives de l'Église catholique aussi, mais pas seulement, des églises de manière générale, et qu'aujourd'hui c'est quelque chose qui a globalement disparu. On le voit peut-être encore dans certaines paroisses au niveau dans les grandes villes, mais c'est vrai souvent à destination des migrants. Ouais. Alors... Moi, non, mais ça renvoie, Antonin, au fait qu'aujourd'hui, peut-être que les mouvements politiques qui essayent de s'inscrire, et parmi nos camarades, dans cette logique-là, en tout cas dans cette optique-là, de manière à trouver un angle pour aider nos compatriotes, effectivement, comme le disait Jean-Louis, ne sont pas formés, ça c'est une évidence, et malgré leur bonne volonté, sont parfois peut-être à côté du sujet. Alors, David Lépée, justement, c'était moi ce que j'avais vraiment apprécié, c'est lui dans ce qu'il amène, et alors, moi, je me retrouvais largement dedans, c'est quand on dit les nôtres avant les autres. Mais c'est qui les nôtres ? C'est qui les nôtres ? C'est-à-dire que si on n'a pas la notion du peuple, dans ce que tu disais, Mathilde, si on n'a pas la conscience de qui on est, de notre identité à nous, en fait, comment est-ce qu'on peut être intéressant en fait pour attirer du monde et être source de propositions. Parce que moi par exemple, si on prenait un exemple de projet qui pourrait être super intéressant, c'est de racheter un petit bâtiment en dehors de Paris, à 100 km de Paris, et puis on va réhabiliter ce bâtiment là. Donc il faut des gens, l'électricité, des peintres, ainsi de suite. Il faut de la main-d'œuvre. Tout le temps qui va être passé pour faire ça, on va être dans le lien. C'est qu'on on va partager, chacun va partager ses savoir-faire, et on va être vraiment dans le lien, et on va être une force positive, on va dire, là on est en train de construire. C'est-à-dire que dans la notion de projet, c'est-à-dire que le but, c'est pas tant d'avoir un bâtiment en fait, le but c'est de partager ensemble du temps, on va construire, on va échanger, on va apprendre à se connaître, on va apprendre à connaître l'autre, qui peut faire quoi, on va recréer de la communauté en fait.
Et quand vous avez un bâtiment comme ça, c'est vous mettez une ou deux caravanes à côté. Quand vous avez vous entendez parler de contacts qui sont en train de faire des burn-out par rapport au boulot ou par rapport à leur cité où ils sont et tout ça, c'est vous faites une exfiltration et le gars, vous faites votre 6 jours de rupture là et puis vous essayez de faire tourner ça. Et là, on est dans du communautarisme. On est dans du communautarisme. Et ce qui est intéressant, c'est que les gens auront pris du temps entre eux. Ils seront connus. Et puis après, quand les gens ils vont parler, ils vont dire tiens, moi j'ai fait ça, tiens, moi je vais prendre mon samedi après-midi pour aller poser du carrelage ou aller, je sais pas, moi, casser un mur. Ah, c'est ça. C'est-à-dire qu'on a, on a tout à bâtir en fait. On a tout à bâtir. Alors, il y a une expérience qui existe de ce type-là, c'est la de Souchière, simplement, c'est dans le Morvan. C'est un peu plus compliqué. Il y en a d'autres. Il y en a d'autres. Il y en a d'autres. Dans Normandie, voilà, il y a des projets. Il y a quand même quelque chose. Ça, c'est une vision communautaire que nous défendons depuis bien fort longtemps sur Méridien Zéro, qui est importante, nécessaire et indispensable, justement, puisque je dirais que l'engagement politique en tant que tel, dans le système tel qu'il est, a montré ses limites, voire bien plus que ses limites, et qu'aujourd'hui l'avenir il est justement de recréer du lien communautaire entre soi, de s'affranchir des tutelles existantes. On avait évoqué ça justement lors de notre dernière émission avec une vision, on va dire, sous les radars afin de ne pas se faire ostraciser systématiquement. C'est un peu ce qui s'est passé à Lyon et c'était un peu le problème, mais c'était aussi, ça fait partie aussi des choses qui t'avaient mise en colère. On en reparlera peut-être, mais aujourd'hui, très clairement, ce lien communautaire, effectivement, mais on est quand même dans un milieu où, comme le disait Mathilde, on a plus tendance à se taper les uns sur les autres ou à se diviser entre soi qu'à véritablement se rapprocher avec des projets communs sur ce qui nous rapproche plus que ce qui nous divise. Ouais, mais là-dessus, on va revenir sur Lyon. Parce que... Non, on n'y reviendra pas parce que c'est pas l'objet de l'émission. C'est pas l'objet de l'émission. Mais tu parlais tout à l'heure, par exemple, les nôtres avant les autres, mais que d'abord, il faudrait arriver à définir ce que c'est que les nôtres. Mais chacun a sa vision de ce que doivent être ou de ce que sont les nôtres dans notre mouvance au sens large. Et même que ce soit dans notre mouvance ou ailleurs, chacun va te donner une définition qu'il va estimer juste et très précise et à défendre de ce que sont les nôtres. C'est bien là le problème aussi. Mathilde ? Et ce qui est génial aussi dans ce que tu disais, c'est que justement, on définit par l'action, on définit pas par le verbe en glosant pendant 100 000 ans sur qui est européen, qui l'est moins, qui l'est plus. Ah, mais celui-là est plus européen que lui. Ah, mais est-ce qu'on va aider tel ou tel ? Non, justement, dans l'action, dans le fait de construire un projet, chacun met la main à la pâte. Ça, je trouve ça très beau. C'est souvent, alors les milieux militants, mais de droite comme de gauche, je vais prendre les féministes par exemple. Souvent, elles perdent un temps fou à dire mais non, une femme peut faire ci, peut faire ça, elle peut faire, mais regardez, en tant que femme, on peut faire. Mais arrêtez, je leur dis souvent, arrêtez de parler, faites-le. Si vous soyez l'exemple de ce que vous voulez proposer. Et pareil pour les milieux nationaux, au lieu de dire c'est ceci, c'est cela, le faire tout simplement. Voilà, l'incarner. Si on parle de tradition, apprendre à la, je sais pas, qu'est-ce qu'on va. Je prends la vannerie, telle ou telle broderie, je sais pas, le faire, point. La permaculture, par exemple, tout à fait. C'est apprendre à faire pousser des légumes et puis même faire des formations, justement, c'est se retrouver, se dire on fait un week-end sur deux, puis on se retrouve et puis on va faire une formation sur des thématiques. Et là, on est vraiment en train de créer du lien. Mais après, quand on parle des mouvements nationaux qui se tirent un peu dans les pattes, on a eu entre 6 et 10 millions d'électeurs pour le Front National, sans compter tous ceux qui n'ont pas voulu voter pour ce parti parce que pour eux, ils sont nationalistes mais ils ne se retrouvent pas dedans. C'est-à-dire qu'on a quand même des millions et des millions de Français qui sont partants, et c'est pas parce que des mouvements nationalistes qui doivent représenter 0,01% se tapent dans les pattes qu'on ne peut pas faire avec les autres. Oui, enfin bon, il y a aussi, on pourrait gloser là-dessus aussi, entre ce qu'est le vote de rejet et ce que pourrait être un vote d'action, en tout cas d'engagement, et on en est quand même bien loin, parce que là, on peut parler, mais c'est plus un problème de mobilisation et de comment dirais-je, de capitalisation des énergies, et nous, on est bien placés pour le savoir, c'est que il y a beaucoup de gens qui peuvent avoir envie, dire que, faire peut-être, mais qui au résultat ne sont pas présents, et c'est bien ce qui aujourd'hui nous fait défaut. Ouais, mais c'est aussi, quand on est dans l'action, ça permet de faire un tri, en fait. Mais enfin là, le tri, il est vite fait, parce que quand on se retrouve un peu, voilà, on a vite fait de se compter les uns avec les autres, et c'est souvent les mêmes qui restent. Le parti se renforce en s'épurant, mais enfin... à force de s'épurer, voilà, ça devient problématique. Ouais. Aussi faire un tri et trouver des éléments inattendus, parce que tout ça avec l'idée des étiquettes et le fait d'être sous les radars, dans le fait d'être...
moins dans la revendication et plus dans l'action. Ça permet aussi, par exemple, si on est dans un projet de permaculture, de remise en valeur d'un bâtiment, bon, historique, pas historique, on s'en moque. Ça peut faire venir les plus engagés des milieux nationaux et aussi des gens qui ne sont pas du tout du milieu national, des gens qui vont même plutôt de gauche et qui vont... Complètement, mais c'était ce qui était intéressant avec Antonin, c'est que Antonin, par sa personnalité et son action, s'affranchit un petit peu de tout ce cadre-là. C'est vrai, même si effectivement tu parles de nous les nationalistes, mais au sens très très large, et beaucoup de gens peuvent se retrouver au travers de ce que toi tu proposes et qui n'est pas visiblement encarté ou de manière trop précise, et ça c'est véritable. C'est ce dépassement-là qui est intéressant et qui peut fédérer certainement les bonnes volontés de manière de s'affranchir de querelles, de groupuscules ou de partis ou je ne sais quoi. Oui, il faut inventer le nationalisme heureux. Oui. Voilà, oui. Et en fait, est-ce que la meilleure façon, c'est pas tout simplement de ne pas avancer le nationalisme heureux et pas dire que c'est du nationalisme justement, parce que si on a quelque chose de bien et que directement on met un drapeau d'un groupuscule ou nationaliste, finalement, voilà, c'est là où on désigne la cible et on arrive, on n'est plus du tout sous les radars. Là, c'est bon, on est en plein milieu. Donc, dès qu'on a un beau projet, on plante le drapeau direct, genre c'est nous qui avons fait ça, c'est génial, regardez comment on fait des trucs bien. Alors que là, on se définit par le nom. Alors que si on se définit par l'action, on n'a plus besoin de dire qu'on est nation vu qu'on l'est de fait. Ouais. Enfin, Mathilde, as-tu écouté l'émission? Mais oui, justement. Ouais. Voilà, donc moi, je dis pas, faut appeler ça le nationalisme heureux. Moi, c'est ce que j'encourage à faire sous les radars, à imiter les gauchistes qui sont encore plus racistes et racialistes que les nationalistes, hein, parce que souvent dans les milieux nationalistes, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a quand même une culture historique et il y a un rapport à l'Afrique ou à d'autres pays quand même beaucoup plus respectueux qu'on ne le pense. Hein. C'est-à-dire qu'il y a les gros bourrins qui vont dire les autres dehors, et puis après on se rend compte que un Algérien, un Marocain, faut qu'il soit fier de son pays, la culture amazigh et tout ça. Hein. C'est valable aussi pour les pays de l'Est. Donc moi c'est pour ça que je parle de nationalisme heureux. On dit toujours le nationalisme c'est la guerre ou autre. Enfin bon, on va pas épiloguer là-dessus pendant 107 ans. Mais je pense que c'est à nous, à un moment donné, de se saisir de ça et puis d'être force de proposition. Hein. Alors, on le verra dans l'émission qui sera diffusée prochainement autour de cette mise en place, autour de Solidarité Populaire que j'appellerais version 2, c'est-à-dire autour de ce site internet et de la volonté de nos jeunes, hein, qui sont les jeunes qui sont présents et qui animent de manière régulière et courageuse Solidarité Populaire, ce nouveau site qui va se mettre en place. Et malgré tout, je sais qu'un de tes chevals de bataille autour des maraudes, c'est intéressant parce que ça reste quand même au niveau de l'action. Ça peut quand même être, tu critiquais beaucoup la maraude, mais ça peut quand même être ponctuellement une action qui peut apporter quelque chose à nos compatriotes ou aux gens de manière générale qui sont dans la rue et auxquels on peut dans lesquels on peut éventuellement se reconnaître pour différentes raisons. Mais non, tu semblais très critique. Alors j'aimerais avoir ton point de vue là-dessus parce que nous on a des jeunes qui bossent là-dessus, ils le font en toute bonne foi, ils le font sans éclat, je dirais, ils le font de manière tout à fait humble, et ça mérite malgré tout le respect. Alors, vas-y, Antonin. Moi, je suis... Oula, attention, hein. Là, je suis vraiment très très en colère parce que pour moi c'est vraiment utiliser toute la bonne volonté et mobiliser nos jeunes pour quelque chose qui a vraiment peu de résultats. Alors, nous on n'utilise rien parce que c'est eux-mêmes qui font les choses. Alors là pour le coup. Ouais, mais c'est bien, mais alors ça va être unique. Alors, non, c'est pas unique puisque ça se reproduit de manière très régulière dans une période donnée, c'est-à-dire qu'il y a 6 mois de l'année, autour d'un véhicule, on a des jeunes qui viennent le soir, qui prennent sur leur temps, qui amènent du café, de la nourriture et des vêtements. Est-ce que ça, pour toi, c'est quelque chose qui aujourd'hui, c'est quelque chose que tu n'entends pas et que tu n'estimes pas utile? Ah bah carrément, c'est carrément. Alors moi sur la période de l'hiver en centre d'hébergement, c'est très compliqué à gérer parce que vous avez des SDF français, c'est là où ils se font un maximum de pognon. Moi j'ai des gars qui viennent avec des piles de 5 cm de tickets restaurants, qui ont des centaines d'euros en tickets resto parce qu'au moment de Noël, c'est là où on donne le plus. En fait, hein. Et les mecs, ils sont plein d'argent. Moi, vous avez un gars qui est assez connu avec sa canne à pêche, avec son petit panier. Ah, et lui, il est connu un peu par tout le monde. Ce gars-là, il est fort sympathique. Mais ça casse tout le boulot d'insertion à côté.
C'est-à-dire que tant que eux ils savent qu'il y a des gens qui vont donner ou autre, Oui, enfin, tu peux c'est ces leur gens- filet de sécurité. Je suis d'accord avec toi, mais ces gens-là, tu peux pas vivre de la maraude. Enfin, je veux dire, ça ne peut être qu'une aide ponctuelle, mais au moins ça ça fait partie de l'action et ça peut développer, Non, mais- éventuellement entretenir ce lien mais- communautaire et pas seulement se faire plaisir entre soi. Mais non, mais le problème c'est que les gens qui font la maraude, ils pensent pas qu'il y a d'autres maraudes qui existent, qu'il y a des gens qui viennent, il y a des gens qui donnent en permanence. En fait, hein, c'est la maraude, elle ne fait que de se rajouter à plein d'aides. D'accord. Voilà. Mais si tu pars du principe, comme tu disais, que le système d'aide est exsangue et ne correspond pas à la réalité du terrain, on ne peut pas, d'une certaine manière, dire, comme tu l'as dit ou comme nous l'avons dit, l'initiative privée, militante ou autre, de créer des centres, de créer des lieux d'accueil, de retaper le lien communautaire, et en même temps critiquer ce qui peut se faire par des jeunes comme chez nous, à Solidarité Populaire. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Moi, Non, mais j'essaye de comprendre ta logique et j'ai du Mais mal à la moi- comprendre mais sur moi- le coup, là. Mais moi, ma logique, c'est que je suis travailleur social, je travaille en centre d'hébergement, que les maraudes, ça encourage indirectement les gens à rester dans la rue. Donc ça casse tout le boulot d'insertion. Ça casse. C'est-à-dire que quand vous avez des gens qu'on travaille sur les savoir-être, que les personnes, elles n'arrivent pas à se stabiliser, qu'elles disent de toute façon, moi, je vais retourner dans la rue, on m'apportera le café, et puis on me filera des tickets resto et tout ça, ton suivi, j'en ai rien à foutre. Voilà, c'est moi, mon vécu à moi en tant que travailleur social, c'est que la période de l'hiver, Noël, Nouvel An, c'est la plus compliquée à gérer. Et c'est le moment où l'État ouvre des centaines et des centaines de places d'hébergement. Donc comme ils en ouvrent des centaines et des centaines, forcément, on a les SDF français qui peuvent y avoir accès à ce moment-là. Bien sûr. Et quand les gars ils se retrouvent là-dedans, ils disent bah non, moi je préfère retourner à la rue parce que c'est quand même moins contraignant. Et puis en plus là, c'est la période où je vais avoir plein d'argent et tout ça, quoi. Et les gars, ils vont s'alcooliser et ils vont se mettre en difficulté dans le centre. Donc, moi, il existerait une maraude, une seule, voilà, qui apporterait un peu de chaleur humaine. Bon, à la limite, je veux bien. Mais le problème, c'est que des maraudes, il y en a des dizaines. Et puis, il y a tous les gens qui viennent, qui donnent à cette période-là. Donc, en fait, moi, ça casse tout. Mais j'ai l'impression que les maraudes donnent quand même. Enfin, vous donnez pas ni de l'argent ni des Rien, tickets non, resto. non. Si les maraudes donnent purement des biens, un sandwich, un café, qu'est-ce qu'ils peuvent en faire à part le consommer? Juste pour moi, qui ai participé aux maraudes, dire simplement, la maraude, on passe un peu de temps avec les gens dans la rue, on essaie de discuter un petit peu avec eux, de leur proposer éventuellement de rejoindre un lieu d'hébergement. Et c'est vrai, comme tu disais, la plupart refusent, ne veulent pas, ne souhaitent pas, préfèrent rester dans la rue. Je ne pense pas que ce soit le fait de leur apporter un café, de leur donner un gâteau et de leur donner un pull, et la plupart du temps, ils refusent. Il faut bien voir que la plupart des gens qu'on peut rencontrer, alors pas la plupart, j'exagère, mais certaines personnes refusent même de parler, refusent même refusent le café, refusent un pull, un bonnet, ou que sais-je. Tellement cette détresse est profonde, et c'est terrible. Moi, je veux dire... Je n'imaginais même pas que ça puisse exister, en tout cas pas comme ça. Et certains, effectivement, acceptent, mais j'ai du mal à croire que des gens puissent vivre de ça. Après que tu me dises puissent vivre de la maraude et se satisfaire de la maraude. Après que tu me dises effectivement que ça casse le travail de manière plus générale de l'accueil qui est fait de manière institutionnelle ou officielle. Je peux tout à fait l'entendre, mais de mon point de vue, la maraude peut être aussi une manière de rencontrer des gens, de pouvoir les aider, éventuellement de répondre à certaines questions, et puis d'apporter un minimum de chaleur là où il y a de la détresse et de la... Enfin, je ne vais pas te faire l'article, tu le connais mieux que moi, mais c'est mon sentiment, mais c'est intéressant de pouvoir échanger là-dessus, Antonin. Toi, l'histoire, c'est que tu dis la maraude, parce que tu penses toujours au moment où toi tu y es. Ces gens-là, ils sont dans la rue, et ils voient passer des dizaines de personnes. S'ils voient des travailleurs sociaux, il y a les maraudes du SAMU social, les maraudes d'Aurore, la maraude de la RATP, vous avez... mais est-ce qu'on parle essentiellement de Paris et des grandes villes, mais ça doit exister aussi en province, dans des endroits beaucoup plus petits, parce que la détresse, elle existe, il y a la détresse urbaine, mais il y a aussi la détresse de la campagne. Il y a des gens qui vivent dans des villages et dans des petites villes et qui rencontrent les mêmes problèmes, mais qui n'ont pas forcément la même capacité ou les mêmes moyens d'aide proposés. Alors, qui leur sont proposés, pardon. Moi, je vais un petit peu clore sur la partie maraude. Comme ça, moi, j'aurais donné vraiment ma position à moi. C'est une maraude, pour moi, elle est inutile tant qu'on ne vient qu'avec des cafés, croissants ou sandwich ou bonnet. C'est-à-dire que, non mais, c'est quand on va voir quelqu'un qui est à la rue, on va le voir et on a une proposition à lui faire. Et lui mettre le choix.
C'est-à-dire dire, bah tiens, nous, on a un endroit, on te propose un bungalow si tu veux te retaper. C'est tu viens, tu peux rester pendant 3 mois et tu te retapes, on voit pour tes papiers et tout ça. Là, ouais, c'est aller voir les gens et on est vraiment dans du concret. Ok. Voilà, ça pour moi, et c'est si il y avait des projets à faire, à mettre en place, je pense que ce serait vraiment quelque chose à faire. Voilà. Oui, mais là, il faut des gens qui soient compétents pour faire ce genre de choses. Tu es d'accord avec moi? Il faut des gens comme toi. Il faut des gens il faut des éducateurs. Je veux dire, cette détresse-là, elle se résout pas uniquement. Ça passe par l'hébergement, mais ça passe aussi par. Un bon éducateur, c'est quelqu'un qui a du bon sens. Ok. D'accord. Moi, j'ai pas ma formation à moi, c'est surtout sur des histoires juridiques, d'encadrement, de vocabulaire, et puis faire des beaux rapports. Ce qui fait que moi, je suis un bon éducateur, c'est parce que j'ai du bon sens, et je pense que plein de gens ont du bon sens. Très bien. D'accord. Et poser des limites, les gens peuvent le faire. C'est pas compliqué, quoi. Donc en fait, voilà, moi sur les maraudes, c'est si vous faites des maraudes, c'est proposer des choses de concret pour les sortir de là, quoi. Point. Si vous pouvez pas, ça sert à rien. Ok. Ensuite, on avait évoqué ensemble, en préparant cette émission, enfin en échangeant avant l'émission... Sur la France périphérique. Voilà, la France périphérique. Alors justement, qu'en est-il de cette situation-là parce qu'on parle en fait, là j'évoquais le problème à l'instant, on parle beaucoup des grandes villes, on parle beaucoup de Paris, les choses intramuros, mais cette France périphérique, elle te dit quoi, elle te parle quoi? Qu'est-ce que tu en vois? Alors, moi j'étais chef de chantier en insertion en recyclerie, ressourcerie dans le sud-est de la France. J'ai travaillé aussi toujours dans l'insertion professionnelle et sur des gens qui sont au RSA et qui n'ont plus de lien en fait, qui perdent du lien et ils sont bien contents de venir bosser en fait. Et quand ils arrivent dans les chantiers d'insertion, ils disent au bout d'une semaine, ils disent merci qu'on leur a donné une chance de bosser, de rencontrer du monde et d'avoir une image positive. Donc le boulot avant, Mathilde, toi tu disais que c'était l'Église qui tenait la partie sociale. En fait, l'Église, elle donnait pas les choses gratuitement, ça faisait travailler les gens. Et ça a été arrêté, je trouve ça dommage. Vous avez un CHRS de la mairie de Paris, dans le 19e, qui a une blanchisserie, et c'était pour les femmes, et les femmes, en échange de l'hébergement et tout ça, elles travaillaient, en fait. D'ailleurs, les conditions étaient assez dures. Sur la précarité dans la campagne, c'est qu'on a une précarité qui est de plus en plus forte, en fait, c'est chez les anciens. Vous avez ceux qui étaient agriculteurs et qui se retrouvent avec des 350, 400 euros, qui n'ont même pas de travailleurs sociaux pour monter des dossiers sur le minimum vieillesse. Alors c'est assez folklore parce que quand vous avez des articles de presse sur les Marocains qui sont obligés de revenir en France pour toucher soi-disant leur retraite, alors qu'on lit les articles, en fait, c'est pas la retraite, c'est le minimum vieillesse. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas assez bossé en France pour pouvoir... pour avoir le droit de toucher une retraite. Donc pour toucher le minimum vieillesse, il faut qu'ils reviennent en France. Et donc vous avez plein d'associations qui les suivent, mais vous avez des gens dans les campagnes qui n'ont même pas accès à l'assistante sociale, qui aident à monter les dossiers et tout ça. Et c'est juste une incise, c'est ce qui fait que, par exemple, ces budgets-là, en fait, sont excédentaires, entre guillemets, parce qu'en effet, les ayants droit dans les campagnes n'ont pas l'idée même que ça existe, et que du coup, ils n'en font pas la demande. Oui, il y a ça. Après, tout le monde n'a pas Internet, tout le monde n'a pas cette culture-là. Quand vous avez des gens qui sont isolés, qui n'ont pas de voiture, le travailleur social, il se déplace pas. Et puis, si vous avez, je sais pas moi, à Paris, un travailleur social pour 10 000 personnes, imaginez dans une campagne un travailleur social pour 10 000 personnes, la voiture a fait 200 000 km à l'année à ce moment-là. Donc, moi, dans mon activité extra avec mes couteaux, je cherchais du bois, et je suis tombé sur une association dans le Pays Basque. C'était une association qui accompagnait les personnes âgées vers des maisons de retraite ou pour payer les factures et tout ça, et qui vendaient leurs meubles et qui garantissait que c'était vendu à un prix juste et que l'argent leur revenait pour pas qu'ils se fassent piller par des margoulins. Et la dame, elle me disait que c'était catastrophique. Alors pour info, le député dans ce coin-là, en fait, c'est Jean Lassalle. Et Jean Lassalle n'a strictement rien fait. Donc cette dame-là l'a contacté, et Jean Lassalle n'a pas bougé. Et elle me il pouvait pas, il faisait le Tour de France à pied, c'est pas possible.
Ces gens qui sont dans le buzz de la communication, j'en peux plus, moi, en fait. Hein. Mais on ne vit que dans le buzz de la communication, de toute façon. Ouais, mais c'est le bon peuple, faut se souvenir, le bon peuple. Moi, quand je fais mes courses, qu'il y a une personne âgée qui est à côté, je laisse passer, parce que cette personne-là, elle a bossé pour que moi, je puisse aller à l'école et que j'ai accès aux soins et que j'ai accès à tout ça. C'est le principe de la répartition, quoi, en fait. Hein. Et se dire qu'on a des personnes âgées qui vivent complètement isolées et qui se font avoir et qui déjà n'ont pas beaucoup d'argent, et puis les banquiers s'enrichissent encore plus dessus, et puis ils se font exproprier parce qu'ils n'arrivent pas à suivre au niveau des courriers et qu'il n'y a personne pour les aider. Enfin, c'est une honte, tout ça, quoi. Et je pense qu'on a beaucoup à faire. C'est-à-dire que moi, je proposais du communautarisme sur l'histoire de retaper un bâtiment. Une association, elle pourrait très bien aussi aller aider les personnes âgées, leur permettre l'accès aux droits, en fait. Mais ça, c'est pas compliqué. Hein. C'est quand vous montez un dossier, les dossiers sont tous pareils après. Hein. Non, c'est pas compliqué, mais par contre, le souci, c'est que si ces personnes sont isolées dans ces zones-là, c'est parce qu'on n'y est plus. Alors, le on, c'est un on général. C'est-à-dire que ça correspond aussi à l'état du territoire français, avec tous ces territoires enclavés, tout à fait, qui voient les choses se fermer les unes après les autres, parce que globalement, on est dans un cercle vicieux, moins de densité, donc moins de services jugés rentables, et donc petit à petit un retrait en effet des lieux de vie, ce qui fait que la concentration urbaine, c'est pas un mythe, hein, on le sait bien, ça correspond à une réalité sociale. Et du coup, on est aussi dedans. On est ainsi aussi induit dedans. Il suffit de voir un petit peu la faiblesse. Parce que tout à l'heure, on rigolait sur les difficultés de l'engagement. Mais c'est une demi-plainte. On est en région parisienne. En région parisienne, on peut trouver du monde. Après, les personnes s'engagent sur le long terme ou pas, mais on peut trouver du monde en région parisienne. Plus on part en effet dans les régions et a fortiori hors des métropoles, et moins en effet on trouve de personnes susceptibles, tu vois, de faire cet engagement là, quoi. Je pense qu'on est sur un vrai cercle vicieux. Moi je pense pas, c'est moi de mon expérience, j'ai bossé un peu partout en France. C'est que de l'associatif en fait. Hein. Le social, c'est 80%, c'est de l'associatif. Et quand vous bossez dans l'insertion professionnelle, au départ, c'est des potes farfelus qui se sont mis à rêver, et puis à partir dans un petit projet. Et puis le projet, il a accroché. Alors les mecs, c'était des gauchistes. Et puis ils arrivent à créer des choses super. Moi, j'ai bossé dans une recyclerie ressourcerie et qui marchait très très bien. Et en fait, il y avait la maison mère, et 30 km après, plus loin, ils ont ouvert dans une toute petite ville une autre recyclerie, et ils n'arrivaient pas à recruter d'encadrants techniques parce que c'est les gauchistes, ça tient pas forcément la route par rapport à un public difficile. Mais je vois pas pourquoi on pourrait pas le faire. On voit beaucoup dans nos régions et des gens de bonne volonté qui cherchent à s'installer avec ce fameux retour à la terre, de manière à vivre de manière plus, on va dire, concrète, pratique, avec un contact à la nature et s'affranchir de l'urbain, monter des projets qui sont souvent des projets intéressants d'ailleurs, mais qui sont des projets professionnels, entre guillemets, retrouver certaines traditions dans le travail autour de projets, je sais pas, les animaux, le fromage de chèvre, je sais pas, le traitement de la laine, ainsi de suite. Mais est-ce que tout ça se fait pas à la défaveur, mais cette logique de la solidarité en fait, parce que je vois dans la campagne, moi quand je vais en Haute-Loire et j'ai une petite maison là-bas, de se dire que aujourd'hui tomber malade quand on est dans un endroit comme ça, on se dit qu'il faut faire 45 km pour aller à l'hôpital, ou pour avoir véritablement une assistante sociale qui n'est jamais là ou quasiment pas, et que tous ces gens en fait, il y a beaucoup de choses à faire dans ces endroits-là, mais est-ce que ça se fait pas à la défaveur de la solidarité justement par rapport aux anciens? On parlait des anciens, là, je parle des anciens, parce que on fait pas attention aux autres. On a une espèce on idéalise un peu des situations en se disant tiens, je vais aller m'installer là-bas, je vais créer une activité, mais est-ce que la vraie priorité c'est aussi de pouvoir recréer ce lien social, et ça ne se fait pas justement de cette manière-là, ou de manière on oublie les autres, je dirais, on parlait tout à l'heure les nôtres avant les autres, mais on oublie les anciens, on n'a pas cette conscience-là. Je voulais qu'on parle des anciens ce soir, c'était important parce que tu l'avais évoqué, mais on ne pense pas justement au problème de nos anciens, et cette solidarité-là, elle est nécessaire et indispensable. Oui, mais alors moi, cette association-là, avec cette dame-là, on a échangé pendant une heure, c'était assez marrant. Et elle me disait qu'elle avait une 30aine de bénévoles. Et c'est les bénévoles, ils venaient en râlant, mais ils venaient, en fait.
Ouais, non, mais Jean-Louis, il rigole, mais quand on est à la campagne, il y a quand même une autre forme de solidarité. Après, il y a une autre forme de lien, parce que forcément, il y a moins de monde. Donc, je pense qu'il y a, en fait, les possibles, ils sont là, mais c'est comme on est à l'heure d'Internet, du téléphone portable et tout ça, c'est en fait, on s'éloigne, les distances, autant on peut, avec les moyens de communication, on peut être proche de quelqu'un à l'autre bout de la planète, mais c'est vrai qu'on a tendance à oublier celui qui est pas loin, mais qu'est-ce qui empêche de créer du réseau? En fait, quand on regarde des fêtes de châteaux qui ont été reconstitués ou autres, les gens ils viennent par centaines, par milliers, et puis ça marche bien. Dès qu'il y a des fêtes un peu traditionnelles, c'est-à-dire que les gens, la communication elle marche aussi, et que les gens ils sont demandeurs. Mais faut avoir des beaux projets. Mais au niveau militant, en fait, je me demande si un truc qu'on pourrait pas faire, c'est au lieu de former des militants, alors ça va être un énorme mot, je suis désolée, mais former tout simplement des hommes qui se tiennent. Mais alors justement, alors là, désolé pour la deuxième référence, j'ai recommencé la première référence à l'église, maintenant référence au scoutisme, attention, oui, mais ça fait un peu beaucoup pour une seule personne. Mais c'est vrai que chez les scouts, on avait le truc de la BA, et l'idée que le scout, où qu'il soit en France, même s'il est tout seul dans sa cambrousse, dans son village de 200 personnes, il reste un scout. Et quelles que soient les personnes autour, il va essayer de faire sa belle, faire son truc. Donc peut-être le militant qui a aucun natio dans son petit village, au lieu de lui dire essaye d'en trouver 3 et vous allez lire Evola et Guénon et vous allez vous révolter contre le monde moderne et parler de ça entre 3, dire ok, t'es tout seul, mais voilà, juste lui transmettre une éthique en fait, et là où t'es, brandis pas ton drapeau ou essaye pas de faire une cellule militante, mais trouve tes anciens, tes aînés qui va pas dans ton dans ton bled. Et de même que souvent il y a plein d'associations solidaires qui ont été formées par des anciens scouts. C'est fait avec des gens qui sont pas du tout cathos, qui sont pas du tout chrétiens, qui sont pas du tout scouts, qui sont on s'en fout. Mais souvent l'initiateur est quelqu'un qui a passé par ces mouvements, et peut-être que nous on pourrait former des futurs initiateurs ou qui soient, même s'ils sont tout seuls et que personne ne partage leurs idées, au moins ils vont essayer de créer leur... Et moi je suis tout à fait d'accord avec toi sur ce sujet-là. Je connais, je reparle de l'Outlaw justement, un camarade qui est de chez nous, qui n'hésite pas à prendre des responsabilités dans son petit village au niveau municipal, quitte à être sur une liste de gauche, ça ne lui pose aucun problème, puisqu'à partir de là, il est capable, lui, d'agir et d'être acteur, présent sur le terrain. Mais là-dessus, il y a aucun doute. Et effectivement, le scoutisme peut être une bonne école. Et reste une bonne école. Alors, ça dépend des mouvements, bien évidemment. Et il ne faut pas être dans le mytho, là aussi, où ça devient compliqué, où on défend des choses, on fait dans l'entre-soi, où on est dans la cooptation sociale et mondaine. Effectivement, c'est retrouver les valeurs que défend le scoutisme, je dirais le scoutisme authentique. Effectivement, la BA, on est un petit peu l'expression la plus connue, peut-être, mais de retrouver ce sens de la communauté et du don de soi dans l'intérêt général, dans l'intérêt du particulier et dans l'intérêt du général. Oui, surtout globalement, c'est vrai que la capacité à servir, ou l'idée de servir, elle résiste, je trouve, assez bien à l'individualisation et à la poussée libérale. On l'a vu au moment des attentats, avec quand même ce désir d'engagement, une petite partie de la jeunesse sur des métiers à risque, que ce soit militaire ou policier, où il y a eu une remontée des recrutements. Alors après que ces gens-là, enfin, à un moment qu'il y a une part d'illusion, on est bien d'accord, j'en discute même pas, mais je pense que finalement ce désir de servir, il demeure. Il demeure assez fort dans notre société. Après, il peut se fourvoyer, il peut être mal utilisé, mais globalement, il existe. C'est vrai que nous faisons souvent des constats assez pessimistes, mais on peut aussi faire des constats d'optimisme. Il y a des initiatives, il y a des choses, il y a l'engagement, effectivement, retrouver l'esprit chevaleresque, l'esprit du don vis-à-vis des autres, et de la chose bien pensée, c'est quelque chose qui peut aussi rapidement fédérer des initiatives et mettre en place les choses que tu appelais de tes voeux au niveau du principe communautaire, d'action, et de mettre en place des systèmes d'aide autour de personnes de bonne volonté. Ouais, ça passe en partie quand même, je pense, le souci, et ça rejoint un petit peu ce qu'on disait tout à l'heure, la discussion qu'on avait avec Antonin, le souci, en fait, c'est qu'on est sur quelque chose de très systémique, qui tient à la fois donc, au désir de servir une fraction de la population, mais aussi l'image qu'on renvoie sur les projets que nous lançons. Image qui est en partie aussi
qui tient justement à ce qu'en diront les médias d'une façon générale, qui peuvent très, très rapidement disqualifier un projet. C'est-à-dire qu'à un moment, on est sur des choses qui se tiennent étroitement, et lorsque finalement on n'a qu'un petit bout, où on n'a qu'une partie du système, ou qu'un morceau, de fait, ça rend les choses très compliquées. C'est-à-dire qu'un projet tout seul ne suffit pas. Ça veut dire qu'à un moment, ce projet, il faut qu'en effet, il s'appuie sur un discours qui ne soit pas un discours négatif, parce que c'est ce qui fait qu'à un moment, on perd une partie de la jeunesse, hein, très clairement, parce que cette partie de la jeunesse, elle, ce qu'elle entend, c'est des discours, alors pseudo-positifs, mais n'empêche, qui sont tenus par les grands médias. Et donc, ça veut dire qu'à un moment, ces projets-là, nous, il faut aussi qu'on puisse les faire connaître, autrement que sur un pur plan militant, mais en se grillant également très rapidement. Enfin, on est sur des choses très compliquées, hein. C'est ce qui explique aussi, je pense, une certaine atonie, ou en tout cas une difficulté à agir, parce qu'on a des personnes, et je nous mets dedans complètement, des personnes qui à un moment c'est mais comment faire à un moment pour arriver à faire tenir ce système-là. Je vais te prendre un exemple, hein, Antonin, c'est ce dont tu parlais par exemple sur la ressourcerie. Il est clair que par exemple une ressourcerie montée par une association de gauche n'aura jamais, à un moment ou à un autre, à affronter une diabolisation. Ça, là-dessus, ça évacue quand même déjà une grosse partie du problème, hein, l'air de rien. Parce que après, oui, mais d'où l'intérêt de faire sous les radars. Ah, mais exactement. On est bien d'accord. La même chose. On est bien d'accord. Mais tu vois, c'est ça aussi. Il y a cette dimension-là. Je connais pas une initiative. Je n'ai pas en mémoire une initiative récente issue de ces mouvances-là, qu'elles soient d'extrême gauche, qu'elles soient France Insoumise, qu'elles soient ceci ou cela, qui ait eu à subir les foudres des médias, même du moindre petit média, du journaleux de base très local, mais qui va avoir l'impression d'avoir découvert un repère qui met en danger la sécurité nationale, et qui va monter son épingle. Hein. Mais c'en est là quand même. Quand on voit les enquêtes de police que peuvent faire certains petits journalistes locaux, enfin quand je dis petits, c'est même pas besoin de dire petits, mais des journalistes locaux, parce que les grands journalistes, c'est bon, on voit à peu près ce que ça donne. Donc des journalistes locaux, mais qui vont être contents de monter des choses en épingle. Donc c'est vrai que c'est un aspect qui déjà est compliqué. Débusquer son Asie, c'est le rêve de chaque journaliste. Oui, depuis. Il est là, c'est le mien. Et peut-être plus que jamais. Depuis des années. Ouais. Ouais, enfin, après, je pense qu'il faut savoir aussi être décomplexé, quoi. Ah oui. Non, certes. Moi, Non, c'est visiblement ton cas. Ah mais moi je suis pas raciste, je le sais, j'ai rien à prouver. Je suis travailleur social, ça fait 17 ans que je suis là-dedans. Voilà, je fais ce que j'ai à faire. L'autre il est pas content, qu'il va jouer avec ses crottes de nez. Et puis voilà, quoi. C'est pas. Je pense que si on est sur un projet qui est intéressant et qui est pas dont la priorité n'est pas le rejet de l'autre, hein, mais la priorité c'est être rassembleur. Quand on parle des gauchistes qui se retapent des baraques dans le sud, hein, j'avais parlé la dernière fois des vidéos, il n'y a pas un black, il n'y a pas un rebeu, c'est les mecs qui sont hyper communautaristes. Sauf qu'eux, ils ne le disent pas, ça. Ils disent pas, nous, on veut pas de cela. Ils le disent pas. Donc, faut copier sur eux, et puis... et voilà. Enfin, je pense qu'il faut aussi se décomplexer par rapport à ça. Est-ce qu'aujourd'hui, dans ta situation, avec tes 17 années d'expérience professionnelle, et cette manière que tu as pu et que tu as encore de t'affronter à tes employeurs, et dans tes engagements personnels, est-ce que tu n'as pas parfois l'impression d'être un peu en train de hurler ou de prêcher dans le désert, parce que c'est quand même quelque chose de pas évident et de compliqué? On le voit bien, il y a eu quand même des prises de bec assez violentes, des choses difficiles et qui peuvent aussi des fois être lourdes de conséquences. Ton analyse aujourd'hui, toi, dans ton parcours et de ce que tu imagines, je veux dire, tu gardes une forme d'optimisme malgré tout? Ouais, enfin, c'est assez flou, hein, comme ta question, excuse-moi, mais moi, oui, il y a eu des prises de bec parce qu'on n'était plus dans du bon sens. C'est à un moment, faut savoir dire stop. Quand moi j'ai travaillé avec les adolescents, il y a tellement de violence chez eux
Et vous avez tellement d'intervenants, la justice, l'assistante sociale de secteur, les parents. Enfin, vous avez pour un jeune, vous avez 10 intervenants, quoi. Puis si vous avez un jeune qui vous fait un sketch, qui menace de taper et tout ça, vous avez les intervenants qui viennent. Ils n'auront jamais passé une heure de leur vie avec ce jeune-là et qui viennent faire des leçons de morale. Alors donc du coup, l'institution, qu'est-ce qu'il reste à faire? C'est essayer d'être le moins possible en confrontation avec. Moi, j'ai été éducateur de rue, c'était pareil. Vous avez des jeunes qui exigent de la nourriture halal alors qu'ils volent, ils fument, ils boivent. Voilà, et c'est avec une direction qui est incapable de dire stop. Alors la solution, par exemple, sur la bouffe halal, c'est on va tous bouffer avec des sandwichs au fromage. Alors, non, mais moi j'avais gueulé, j'ai dit mais moi je suis en train de manger halal là. Halal, ça veut dire licite, ça veut dire que là vous me forcez à manger en fonction d'une religion qui n'est pas la mienne. Et moi, je me suis pris la tête violemment avec la direction, et la direction qui s'opposait en fait aux musulmans, aux demandes des musulmans. Et le consensus, c'était on va tous bouffer des sandwichs au fromage. Alors, je disais, mais qu'on achète du pain et du fromage pour eux, c'est une chose. Moi, je vois pas pourquoi je mangerais pas mon jambon beurre. Et donc, en fait, on a toujours des directions qui veulent éviter des conflits. Et là, après, moi, quand j'ai bossé dans des centres d'hébergement sur la nourriture halal, elle était de fait mise en place. Mais moi, par exemple, là, c'était pas une demande spécifique des musulmans, la nourriture halal. Donc, en fait, on a la gauche qui veut éviter tout conflit et qui est xénophile, qui veut faire plaisir aux autres. Alors ça... Je me permets de parler un peu des musulmans, parce que j'entends beaucoup critiquer des gens qui tapent sur les musulmans à longueur de journée en disant c'est à cause d'eux qu'il n'y a plus de crèche, c'est à cause d'eux qu'il n'y a plus de la population Noël. C'est eux, il n'y a pas eu de demande pour ça. Moi, j'ai bossé dans des endroits, c'est eux qui défendaient la notion de crèche, alors que les directions gauchistes disaient non, on va retirer, et puis on va faire des super fêtes pour le ramadan. Et puis les musulmans disaient non, mais attendez, ça va nous retomber dessus, là, ce que vous êtes en train de faire, c'est vous voulez retirer la crèche, vous faites le ramadan, nous, on n'a rien demandé de tout ça et ça va nous retomber dessus. Donc en fait, on a des gens qui sont... on a des directions... En fait, on est en pleine exotisation de l'autre. C'est-à-dire que l'administration gauchiste voit l'autre vraiment comme le nègre banania ou comme un vague bédouin. C'est rigolo, donc c'est... Prête plus une banania. Oui, c'est vrai. Le prête-plume banania, bien sûr. Mais voilà, c'est une occasion pour eux de régler leur propre haine envers l'Église, envers la culture française, et sous prétexte d'aider l'autre. Oh super, on va faire un bal masqué, ramadan, quoi que ce soit, c'est chouette, c'est exotique, alors que eux n'ont rien demandé. Et finalement, on retombe toujours dans ces vieux trucs d'exotisation de l'autre et qui est une espèce de racisme. Genre, c'est chouette, c'est nouveau. Comme ça, on prend ce prétexte pour tuer le père et se déguiser en bédouin, quoi. Ouais. Oui, de toute façon, généralement, c'est l'institution qui, en effet, anticipe des demandes qui n'arrivent pas. Ouais, et donc moi, je me suis souvent retrouvé en conflit par rapport à ça. Et là, moi, dans mon boulot, je suis de plus en plus mal à l'aise parce que sur l'histoire du grand remplacement, on a l'argent que les Français donnent pour les SDF. En fait, c'est détourné pour favoriser une migration économique. Et quand vous avez des gens qui sont à la rue, qui ont vécu un certain temps à la rue, pour les retaper, pour les valoriser au travers de l'emploi ou une activité technique, vous avez les chantiers d'insertion. Les chantiers d'insertion, ça a été créé pour ça. Et maintenant, l'État impose. Alors, soit c'est l'État qui impose, soit les associations comme Emmaüs, Aurore ou autres qui capitalisent là-dessus et qui vont faire des sessions juste pour les migrants, quoi. Et donc nous, du coup, nos gars qui sont à la rue et qui ont vécu à la rue et qui ont besoin de faire une activité intéressante, ils n'y ont plus accès, quoi. Et ça, quand vous avez quelqu'un qui a vécu, je sais pas moi, 5 ans à la rue et qui vous avez réussi à le convaincre à aller travailler dans un chantier d'insertion pour qu'il ait une activité, pour qu'il pense à autre chose qu'à l'alcool et tout ça, et il n'y a pas de place parce que à Emmaüs, ils préfèrent embaucher des Afghans ou des Roms, je peux vous dire que c'est hyper frustrant, quoi. Et donc moi, à un moment donné, c'est bon, j'ai envie de baisser les bras et de dire stop, quoi. Alors, d'autant qu'ensuite, cette présence dans les chantiers d'insertion est mise en valeur au niveau médiatique pour dire regardez, finalement ils ne demandent qu'à travailler. Et donc il faut les garder puisqu'ils ne demandent qu'à travailler. Ouais, enfin, c'est quand même l'argent du social, alors que c'est le MEDEF qui est très content de les avoir.
Hein. Donc pourquoi c'est pas le MEDEF qui paye les formations de ces gens-là? C'est là où c'est quand même dégueulasse. Vous avez une migration économique qui vient pour le grand remplacement et c'est payé par les Français au travers du social. Et je trouve ça vraiment immonde, quoi. Moi, j'ai demandé, j'ai dit que je voulais pas m'occuper des migrants économiques. Je l'ai dit, moi, je l'ai dit à ma direction. En fait, hein, j'ai dit à plusieurs reprises d'ailleurs. Hein. Parce que moi, ça ne correspondait pas au profil pour lequel j'avais bossé. J'avais fait des études et que ça ne correspondait pas au projet d'établissement. En fait, hein. Et la direction, pour elle, je suis quelqu'un de raciste et de xénophobe. Oui, on retombe sur... c'est très difficile. Hein, la notion de racisme a pris une telle amplitude. C'est devenu, depuis longtemps, hein, bien sûr, mais le terme est utilisé pour tout et n'importe quoi, à l'école aussi. Bon. Et donc, de fait, tu vois, mais ça reste la marque du diable. Donc, à un moment, une fois que tu l'as apposé sur quelqu'un, ou sur un projet... Mais moi, c'est quand vous bossez dans un établissement qui a plus de 100 places et que dedans, vous avez 3 Français, quoi. 3 Français, quoi. Et que pour ces 3-là, c'est très compliqué de les mettre sur de l'emploi parce que les places en chantier d'insertion sont réservées aux autres. Voilà, moi, j'y arrive plus. C'est clair, hein, j'y arrive plus. Et que je vois, moi, sur ces 3-là, je me suis battu, j'ai essayé de défendre et tout ça. Et que pour les collègues travailleurs sociaux, ils vont préférer des migrants économiques, parce que migrants économiques, vous lui dites, bah tiens, t'apportes le papier à tel endroit, ils vont te mettre un tampon, l'autre il dit, oui, maîtresse, hein, c'est ça. Hein. Et après, on va le mettre dans un chantier d'insertion, et puis on va lui demander de porter un seau là, un meuble là, le mec, oui, il va le faire, et puis... parce que dans son pays, de toute façon, avec son salaire à 1100 € à 26 heures semaine, ça correspond à l'équivalent de ce qu'il aurait gagné en un an hein, dans son pays. Hein. Donc, et quand vous avez des Français qui sont cassés, qui se retrouvent là-dedans et qui voient qu'il y a du favoritisme, ils le voient, les mecs qui sont pas naïfs, qui commencent à râler, et donc l'institution leur tombe dessus pour les accuser de racisme et de dire si vous continuez à gueuler comme ça, on va vous virer. Et donc moi j'étais obligé d'intervenir pour ça, pour calmer les mecs. Là, tu es en train de te foutre dans la merde, quoi. C'est immonde, c'est-à-dire que voir ça, moi j'ai les boules, j'ai les jusque là. Et les collègues préférant des gens qui sont des migrants économiques, même dans les chargés d'insertion professionnelle, où eux ils ont des super statistiques, hein, parce que des migrants économiques, vous les envoyez dans la formation, dans la sécurité, faire la plonge, le ménage, des mecs ils y vont. Hein. Ouais. Donc eux ils ont super statistiques, donc forcément quand ils ont des SDF qui viennent, des mecs qui sont cassés, ça les gonfle en fait, hein, et ça les gonfle. Et moi je me suis battu pour ces gars-là. Et puis pour certains ça a marché, et puis pour d'autres non, parce qu'on se retrouve un peu seul, quoi. J'imagine que ça va faire joli aussi dans l'image politiquement correcte pour une entreprise de dire et nous embauchons 10 migrants. Alors que si on dit bon, nous embauchons 10 SDF, hein, ça fait bien dans les médias de dire qu'on embauche des migrants, quoi. Ouais, peut-être au niveau des entreprises, mais en fait, les entreprises maintenant, avec la LICRA et tout ça, ils ont les labels diversité, tous ces machins-là. Mais du coup, tu réponds indirectement à la question que j'allais te poser, parce que moi, pour le coup, j'ai vu quand même une. Toi, je m'apprêtais à me demander si t'avais quand même pas une partie des collègues qui pouvaient évoluer positivement dans leur regard. Et là, tu viens d'y répondre non, mais pour en effet une question de facilité, parce que si je compare un petit peu avec le monde de l'éducation nationale. Pour le coup, l'évolution, moi, je l'ai vu en sens inverse. C'est-à-dire que depuis, je vais dire, une quinzaine d'années... Alors évidemment, en zone difficile, il faut vraiment que ce soit en zone difficile. Parce que soit en zone facile, soit en zone mixte, les profs restent globalement ce qu'ils sont, avec leur vision des choses. Par contre, dans les zones difficiles, globalement, l'évolution, je trouve que sur les 15 dernières années, elle est très sensible sur une partie du public, une partie des profs, et en particulier chez les jeunes profs, qui sont quand même bien plus lucides sur, en gros, la question de l'immigration qu'il y a une quinzaine d'années. Mais parce qu'à un moment, ils sont confrontés à une deuxième ou troisième génération qui pose de vrais problèmes, d'accord, en zone urbaine, hein, je pense par exemple en Seine-Saint-Denis, qui pose donc de vrais problèmes et qui, globalement, là aussi, hein, on voit des établissements où, sur certains quartiers, il n'y a quasiment plus un gamin dans certaines filières, mais même à l'échelle des lycées,
des bahuts où on trouve quasiment plus de gamins d'origine française parce que les familles, et c'est heureux, sont partis ailleurs. Hein. Elles ont essayé de faire un pas de côté et puis d'aller 2 km ou 3 km plus loin. Et du coup, on a des lycées comme ça ou des collèges qui peu à peu sont en train de couler. Et de fait, quand même, je trouve un discours qui est en train de changer. Mais parce que, en effet, ils sont confrontés à un public qui est difficile, alors que finalement, toi, tes collègues, avec ce public-là, c'est un public qui est plus facile. Et donc, du coup, ça ne risque pas de faire bouger, en fait, le regard porté dessus. Ah, mais eux, ils en redemandent. Hein. On avait vu une journée institutionnelle. Moi, j'avais lancé le sujet, et puis tous les collègues qui sont passés après moi, eux, ils voulaient plus de moyens pour s'occuper des migrants, quoi. Et c'est d'un ridicule. Alors, en plus, sur les SDF, c'est des populations qui sont quand même assez compliquées. Alors, quand vous avez des gars qui viennent en chambre de 2, c'est difficile de vivre en chambre de 2 avec à 1m50 de soi, quelqu'un qu'on connaît pas, qui peut ronfler la nuit, péter, je sais pas trop quoi, moi. Ou tout ce qui fait l'intimité, quoi. Ouais, ou appeler le bled à 3h du matin pendant 2 heures en parlant super fort, quoi. Donc vous avez des gars qui sont cassés, qui n'arrivent pas à se reposer, qui n'arrivent pas à se retaper, qui vont râler. Et qu'est-ce qui se passe? L'institution a dit hop, on va vous changer d'établissement, puis ça ira peut-être mieux ailleurs. Voilà. Et donc moi, systématiquement, je suis intervenu pour dire non, c'est là on fait que refiler le bébé. On a un souci, faut qu'on le travaille, quoi. On a notre part de responsabilité. Et forcément, l'institution, elle n'a pas envie de l'entendre. Ouais. Ça. Et, quand je parle d'un chiffre de 3 pour 100 et quelques. Voilà, c'est travailleur social maintenant, c'est participe au grand remplacement et ça n'a vraiment plus aucun sens, quoi. En fait, sur toutes ces places ouvertes, si on revient un petit peu sur le contexte de ce début décembre, toutes ces places soudain qui sont ouvertes par l'État sur les plans grand froid, tout, ça vient d'où? Elles sont habituellement, ces places, qu'est-ce qu'elles sont? Qu'est-ce qu'on en fait? Alors, en fait, c'est pas le plan grand froid, hein, c'est le plan hiver. Le plan hiver, pardon. Le plan grand froid, c'est activé sur que les périodes où on est en dessous de zéro. Oui, le plan grand froid, c'est l'ouverture des gymnases, par exemple, c'est ça? Ou pas du tout? Oui, c'est ça. En fait, c'est des bâtiments qui appartiennent à l'État et qui sont en attente de travaux ou autres et qui peuvent être prêtés le temps d'un hiver. Alors, moi, je me souviens, quand j'avais commencé là-dedans, tous les centres d'hébergement d'urgence hivernaux avaient été stabilisés, c'est-à-dire ouverts à l'année après. Donc on se dit, mais si ce bâtiment-là, il le transforme d'un centre temporaire en un centre stabilisé, ils vont les trouver où, les autres bâtiments? Et en fait, tous les ans, ils arrivent à en trouver, quoi. C'est... ouais. Et alors, ils peuvent ouvrir des bâtiments pendant 2 ans, en fait. Hein, et quelqu'un qui rentre dans un bâtiment qui est ouvert pendant 2 ans, il sait que forcément, il va avoir un logement, il aura tout, quoi. Non, mais de toute façon, il y a de l'argent. Mais là, il parlait l'autre jour d'un truc, c'était ridicule, ça, d'un centre d'hébergement. Justement, c'était pour les femmes qui sortaient de maternité et puis pour les familles. Donc, c'était que des étrangers. Et voilà, vous avez, les femmes, elles ont bien compris qu'en étant enceintes, elles auraient les papiers pour le gamin, la régularisation pour elles, et puis qu'en étant pris en charge dans un centre d'hébergement, l'État allait valider les dossiers et que tout irait bien, quoi, en fait. Hein. Donc, oui, c'est ni plus ni moins que ce qui se passe par ailleurs à Mayotte, par exemple, ouais. En fait, où on a ça, hein, les maternités sur place explosent parce que, en effet, il y a toute cette migration en provenance des Comores pour que l'enfant soit né sur le territoire français. Après, oui, elles savent pas où elles vont aller habiter en sortant de la maternité, mais alors avant d'y rentrer, elles habitaient où, en fait, hein? Bon, là, on est quand même en train de prendre des gens pour des cons, quoi. Donc oui, on est dans un grand remplacement, mais qui est honteux, qui est scandaleux, qui est payé par les Français. Il y a 18 000 € la place, quoi. Hein. Enfin, moi, c'est un scandale. Hein. C'est comme pour les mineurs étrangers. Les places, elles oscillent entre 50 000 et 80 000 € quand même à l'année. Hein. Donc là, les départements, ils sont en train de tirer la langue. Alors, vous avez des gamins, des mineurs qui arrivent. Alors, ils ne sont pas forcément mineurs. Mais même au-delà de ça, quand vous avez des gamins qui sont pris en charge à 50 000 à 80 000 € à l'année, et que vous avez des personnes âgées qui n'ont pas accès à des travailleurs sociaux. Oui, c'est 2 fois le prix du coût à l'année au niveau éducatif, hein, dans le secondaire.
Voilà. On tourne à peu près à 40 000. Donc si tu prends, Ah bon si on prend sur 80 000, ouais. Ah, je crois que c'était dans les 10 000, moi, quand on regardait. Ah non, c'est un peu plus quand même. Ah bon. C'est un peu plus, oui. Donc voilà. Donc du coup, on est en effet sur quelque chose qui est soit autant, soit quasiment sur du double. Enfin, c'est quand on voit ces mannes d'argent, et puis après, aux Français, on va leur dire, bah, maintenant, on va faire réduire les dépenses. Voilà. Ouais. Mais sur le... en tant que tel, parce qu'il y a déjà eu des études de coûts, hein, mais qui, bon, à chaque fois, ont pu être contestées par tel ou tel économiste plutôt bien pensant. Mais toi, pour le coup, est-ce que ces chiffres circulent, si tu veux, de façon... Est-ce qu'il y a une transparence, en fait, au niveau des coûts de prise en charge et d'hébergement ? Ou est-ce que ce sont des estimations de ta part ? C'est-à-dire qu'à un moment, vous, à votre niveau... Non, c'est pas des estimations. Hein. Oui, c'est-à-dire qu'à un moment, tu vois passer... Oui, c'est les budgets, on nous les donne au niveau associatif, on nous les donne pour un établissement. Après, le calcul, c'est pas compliqué. Enfin, en gros, en général, c'est 18 000 euros. Moi, j'ai bossé dans l'urgence hivernale et puis dans la stabilisation. En fait, c'est 1 500 euros par mois, quoi. Donc, c'est quand même des centaines et des centaines de millions qui sont dépensés. Moi, c'est des sommes astronomiques. Et ce que je ne comprends pas, c'est que dans l'émission nationaliste, ils n'en parlent pas de ça. Oui, mais c'est la question que j'allais te poser. C'est à un moment, qu'est-ce qu'on fait de ces chiffres, par exemple ? Parce que c'est... Alors, pas forcément sur des pavés, pas forcément sur des choses très, très épais, enfin, sur carrément des livres. Il y a pu y en avoir, hein. Le rapport, comment il s'appelait, cet économiste proche du Front, qui est le premier à avoir essayé de faire le rapport Millos. Donc, généralement, bon, ces rapports, comme ils étaient édités, justement, comme le rapport Millos, en l'occurrence, a pu être édité à l'époque par le Front, il a tout de suite été diabolisé, et donc on a dit, mais non, mais de toute façon, c'est n'importe quoi. Mais justement, sur des publications de chiffres qui soient nettement plus neutres, qui ne soient pas forcément pris en charge par tel ou tel média de la mouvance patriote, mais qui à un moment qui puisse être mis en circulation. Parce qu'en effet, là, ça fait de la bille, tu vois, ça fait du biscuit. Mais c'était Emmanuel Cos, elle avait dit que l'hébergement en France était 1,5 milliard d'euros. 1,5 milliard d'euros, quoi. Ouais, mais tu vois, pris globalement, si tu veux. Ça évoque rien aux gens. L'hébergement dit comme ça, les gens se disent, bon, l'hébergement, voilà, ça évoque pas les réalités dont tu parlais. Ah oui, mais sur l'histoire des 18 000 euros, là-dessus c'est clair. Mais moi, c'est sympa de faire des comparaisons de chiffres. Alors, quand on voit que, par exemple, Macron a été en Afrique, il donne 1 milliard d'euros à l'Afrique, et ça correspond à 20 fois le budget du ministère des Femmes, en fait, où pendant une semaine, on va nous parler... nous dire oui, les femmes, le harcèlement, tout ça. Et puis à côté de ça, il va donner le budget, tac, hop, allez, pour toi... Il a donné ou il a fait une promesse de don qu'il n'est pas du tout engagé à tenir et qui va peut-être... Alors en fait, moi j'aime bien aller sur le site de l'AFD, hein, c'est l'agence française de développement. Et en fait, ils donnent pas mal de chiffres. Alors, il faut quand même creuser quand même. Hein. Et vous voyez plein de projets. Et quand on lit, en fait, généralement, ce sont des prêts conditionnés. C'est-à-dire que le prêt est annulé à partir du moment où l'équivalent de l'argent qui a été prêté et va partir dans un autre projet. C'est-à-dire que si l'État français prête 100 millions et que, je sais pas, moi, le Gabon, ils disent le projet se fait, et que le Gabon a dit, bah, nous, on a économisé 100 millions et on va faire un autre projet, la France dit, OK, vous gardez vos 100 millions, vous ne nous payez pas, et vous faites un autre projet, quoi. D'accord. En fait, Alors après, moi, j'ai un regard, si tu veux, un peu contrasté là-dessus, dans le sens où, de toute façon, il faudra qu'il y ait des transferts d'argent. De mon point de vue. C'est-à-dire que soit ces transferts d'argent, après, ils se feront ici, parce que les gens seront venus ici, soit ils se feront là-bas, mais parce que les gens seront restés là-bas. Et que donc, à un moment, de toute façon, tu vois, je pense que d'une manière ou d'une autre, il va falloir arriver à stabiliser une partie des populations qui n'ont qu'une envie, c'est de venir ici, qu'elles restent là-bas. Et pour qu'elles restent là-bas, je pense que de toute façon, il faudra qu'on paye. Un petit peu sur le modèle japonais qui est à un moment de dire, ok, très bien,
Oui, en effet, les années à venir vont être compliquées parce que notre population vieillit. Tout. On a 2 solutions. Soit à un moment, on ouvre les frontières pour à un moment compenser le fait que les concitoyens ne font pas d'enfants et que donc on va avoir un vieillissement de la population et que ces personnes âgées, il faudra bien les faire vivre. Soit tout le monde se serrera à la ceinture. Clairement, ils ont fait le deuxième choix, qui est de dire à un moment, on n'ouvrira pas nos frontières, il n'y aura pas d'immigration au Japon. Et en effet, le niveau de vie, oui, il va forcément diminuer. Personnellement, si tu veux, je suis quand même plus sur la deuxième... je serais quand même plus sur un deuxième choix, tu vois. À un moment de dire, il faut payer. Moi, je préfère payer, je préfère à un moment qu'il y ait des projets de développement là-bas, tu vois, quitte à ce qu'en effet, on en finance une partie, et que ces projets de développement, ils fassent que les populations, elles restent là-bas, plutôt qu'elles ne viennent ici. Non, mais moi je suis pas d'accord. Moi c'est l'alternative du diable que tu dis là. Face à une Afrique qui va quadrupler, si tu veux, d'ici la fin du siècle. Mais attends, mais moi j'ai été interpellé. Mathilde, je vais répondre. Non, mais déjà, c'est l'alternative du diable. C'est pourquoi il y aurait ces choix-là. Pourquoi il n'y aurait pas aussi le choix d'avoir beaucoup moins d'immigration pour permettre aux femmes, l'argent qui est pas versé par rapport à l'immigration, quand on parle de 10 000 € la place, sur des centaines, des milliers de personnes, que cet argent-là, il est redistribué pour que les femmes elles fassent le choix de travailler ou de pas travailler, d'avoir de l'aide à domicile et d'avoir ça, que les gens veulent pas non plus avoir d'enfants parce que c'est compliqué au niveau de la superficie, des logements et tout ça, alors que quand on est en train de loger la moitié de l'Afrique, forcément, tous les logements ils diminuent. Donc les gens, les Français, voulant avoir des enfants dans des bonnes conditions, ils hésitent. Non, après, c'est le problème de l'Afrique. Ils ont des comment ça s'appelle, des sous-sols qui sont super riches. Ils ont plein de terres qui sont inexploitées. C'est aussi à eux de prendre leur destin en main. Ouais, enfin les entreprises qui exploitent ces richesses-là, Antonin, c'est pas des entreprises africaines. C'est pas des entreprises africaines. Oui. Mais c'est leur problème, ça. Enfin, je crains que pas seulement. Mais là, on s'éloigne du domaine social. Il faudrait carrément faire une autre émission dessus. Je voudrais juste techniquement, tu disais que c'était cette alternative, soit d'ouvrir les frontières, soit de serrer la ceinture. Pas ouvrir, si tu veux, mais d'être dans l'état actuel où finalement ou sinon se serrer la ceinture. Mais pourquoi exactement on devrait Enfin, je comprends pas comment économiquement. En quoi justement le fait de fermer les frontières et de réduire au maximum toute immigration nous obligerait à nous serrer la ceinture. C'est juste ça. Pour contribuer, si j'ai bien suivi, pour contribuer financièrement au développement là-bas sur place, pour éviter cette immigration là chez nous. Quand je dis serrer la ceinture, c'est sans doute excessif, si tu veux. C'est pas s'appauvrir nous-mêmes, mais c'est qu'à un moment, de toute façon. Si tu veux, d'une façon ou d'une autre, je pense qu'il y aura une question financière. Tu veux, l'argent sera sur le tapis. Mais vu le prix justement dont tu parlais, le prix de l'immigration, le prix de toutes ces aides, finalement, est-ce que est-ce qu'on n'aura pas à faire particulièrement d'efforts si on ne paye pas ce prix-là, mais oui, tout à fait. Ouais, mais je pense qu'à un moment, plutôt que l'argent soit dépensé ici et que les gens viennent, autant le dépenser là-bas. Non, mais Macron, il a donné 1 milliard d'euros. Alors qu'on est déjà, nous, surendettés, on est à 100% d'aide du PIB et tout ça. Et j'ai été voir sur Internet l'endettement des pays africains. Ils sont à 20%, 30%, mais qui s'endettent eux. Pourquoi s'endetter nous attention, ils sont en pourcentage du PIB, parce qu'à un moment, la production de richesse n'est pas énorme. Si tu veux, on n'est pas exactement sur les mêmes calculs non plus. Enfin, moi, pour moi, c'est des discussions qui sont un peu surréalistes. On a des gens qui viennent censés payer les retraites, sauf qu'il n'y en a que 20% qui travaillent, donc il faut payer les aides sociales pour ces gens-là. Et après, les retraites des 20%, là, c'est qui va les payer. C'est-à-dire qu'on s'en sort jamais. Ouais, ensuite, on est bien d'accord. Ensuite, quand on a des gens qui viennent bosser, mais il y a un exemple qui est assez marrant, c'est quand on fait venir un plombier chez soi, c'est une fois que c'est posé et qu'on a payé, il vient pas avec sa famille prendre des douches. Hein. Donc, s'il y a des Africains qui viennent bosser en France, on n'est pas censé prendre en charge toute la famille. Moi, j'avais une amie qui était maghrébine qui disait ouais, mais mon père, il a été comment ça s'appelle, il était maçon, il s'intéressait à la santé et tout ça. C'était pour la France. Alors je dis non, c'était pas pour la France, hein, c'était pour une entreprise du bâtiment. Ouais. Et accessoirement pour lui. Voilà, et tous les maçons français se sont esquintés exactement pareil. Ouais, mais je disais mais toi, vous êtes 7 dans la famille, c'est quand tu prends le coût
de soins, d'éducation et tout ça, c'est, je pense que ton père, lui, la richesse qu'il aura fait en bossant, même s'il a super bien bossé, qu'il s'est abîmé et tout ça, c'est quand même les Français qui ont payé l'immense majorité de l'éducation de tes frères et sœurs, de toi, de tes frères et sœurs et tout ça, quoi. Donc, enfin bon, je pense que là, ce que je dis, c'est tout le monde est au courant, en fait, hein, les auditeurs aussi. Après, moi, l'Afrique, c'est leur problème, ils se démerdent, quoi. Mais c'est vrai quand même que l'Afrique, c'est leur problème au sens où ils n'ont pas les technologies pour exploiter leur propre sous-sol, donc c'est des technologies étrangères. Donc c'est vrai que l'argent dont on parlait, ce serait aussi pour les former à exploiter leurs propres technologies, leurs propres ressources. Vu que là, en effet, ce sont toujours des entreprises, soit européennes, mais surtout asiatiques maintenant, qui les exploitent. Surtout que l'ami Macron a annoncé que c'était la fin de la France-Afrique, qu'elle n'existait plus. Donc tout va bien. Voilà. Avec un gros chèque. Qui va bien. Enfin, moi les gars, ils se débrouillent. Ils viennent en France pour acquérir des biens. Alors là, en plus, la plupart sont propriétaires au bled. Tiens, d'ailleurs, j'ai une anecdote là-dessus. Une fois, j'avais bossé dans une association d'accueil famille de jour, et puis il y avait une dame africaine qui vient et pour faire un discours sur l'esclavage moderne et l'esclavagisme, pour dire que c'était mal et tout ça. Alors nous, de toute façon, on est avec des africaines dans le public, dans ces femmes-là. Et donc moi, je m'étais mis en retrait parce que moi, le discours sur l'esclavagisme, ça me fatigue, quoi. Et elle vient discuter avec moi. Elle dit, vous ne semblez pas très très intéressé. Bah non, moi l'esclavagisme, c'est bon, moi, ça marche pas avec moi. Et elle me dit, bah oui, en fait, nous l'association, en fait, on vient du Brésil et tout ça, on rencontre. Là, on commence à rencontrer des femmes dans les centres d'accueil et tout ça. Et je lui dis, mais on est en France, là. Qu'est-ce que vous venez parler à des femmes africaines de l'esclavagisme en France, là, maintenant? Je dis, mais ça n'a pas de sens, là. Ça fait que créer des tensions. Et là-dessus, la dame, elle me dit, vous n'avez pas tort. Elle me dit, moi, une fois, la première fois où on l'a fait, c'est dans un centre d'hébergement. En fait, les dames avaient des esclaves au bled. Et elles étaient au RSA en France. Je crois que tout est dit. Là. Finalement, c'est la chaîne économique, on est tous l'esclave de l'esclave de quelqu'un ou quelque chose, voilà, c'est ça. Finalement, c'est comme le capitalisme. C'est un peu... on est en plein dedans. Mais c'est pour ça, moi, à force d'avoir vu tout ça, après les Africains, ils se débrouillent. Et puis nous, les Français, on va se débrouiller avec notre dette à 2100 milliards. Et puis notre pays qui est bétonné, c'est un département tous les 10 ans. Donc je pense qu'il serait peut-être temps de penser un peu à nous et puis d'arrêter de penser à ce que les Africains, ils ont une quéquette, ils s'en servent un peu trop, quoi. Oui, on est d'accord, mais je pense que ça sera pas aussi simple. Mais bien sûr que ça sera pas aussi simple. Alors justement, dans l'ordre des initiatives, on va peut-être évoquer rapidement, avant de se quitter, cette passion. Je sais pas comment on peut la définir. Ce talent, en tout cas, assurément, autour de la chose qui coupe, que notre ami Antonin a mis en place. Qui coupe, c'est du vocabulaire orc, ça. Oui, c'est ça, qui coupe, orc. Effectivement, donc 2 mots là-dessus, Antonin, parce que c'est important. Une passion réalisée, en tout cas, de manière pratique et concrète, là, pour le coup. Alors moi, en fait, je suis un amateur de couteaux. Alors moi, je suis un amateur de tout ce qui est fait main. Donc, que ce soit le travail du bois, que ce soit le plâtre... ou la pierre et les couteaux. Alors j'ai été voir plein de couteliers depuis que je suis tout petit. Quand je me déplace, je vais en voir, ainsi de suite. Et là, j'ai décidé de me lancer à faire des couteaux. Alors j'ai trouvé un forgeron américain. Alors j'ai pas réussi à trouver français parce que j'ai pris quelques contacts, mais bon, les gars, ils sont pas trop chauds. Et donc avec lui, j'ai dessiné des couteaux. Je lui envoie du bois. Et tiens, alors j'ai offert... Mathilde, elle est gentille. Elle me montre le couteau que j'ai offert. Il est beau. Hein. Mais non, mais c'est parce que justement, si on voulait en parler avec l'objet sous les yeux. Ce n'est pas très radiophonique, évidemment. On ne peut pas vous le décrire. Mais c'est vraiment une lame extrêmement élégante, courbée, très effilée, avec un dentage, alors moi, ça va rire tout le monde, mais qui m'évoque, c'est très personnel, attention, qui m'évoque le dessin des montagnes dans les cartes de Tolkien, du Seigneur des Anneaux. En fait, comme c'est damassé, il y a vraiment ce côté-là, c'est vraiment magnifique. C'est un très bel objet, bravo. C'est une lame d'elfe noir, pour les gros geeks qui nous écoutent, s'il y en a, bonjour. Ouais, enfin, des elfes noirs qui ont des petites mains. Hein. Mais oui, mais c'est des elfes, ils sont Alors, dis-nous, où est-ce qu'on peut trouver ça? Alors, en fait, donc moi, j'ai une boutique sur Etsy, Etsy, et vous allez dessus, vous cherchez Damas et compagnie.
et je propose des couteaux Damas et des objets coupants. Alors, Mathilde, que je connais pas, a eu droit au petit modèle, hein, un petit Damas, et vous, messieurs, vous avez eu droit au modèle sauciflard. En fait, et nous en sommes très fiers et nous t'en remercions. On ne peut qu'inviter nos auditeurs à aller, comment dirais-je, à la rencontre de cette passion et de ce travail remarquable. Parle-nous du bois un peu aussi, parce que là c'est de la ronce de noyer. Alors je suis toujours ébahi quand je regarde ce bois-là parce qu'il est magnifique. Bah, vas-y, toi, parle un peu de. Hein, donc voilà, d'abord. Bois sombre dont on voit, on voit vraiment toutes les veines. Donc c'est un brun sombre veiné de. Parfois ça va jusqu'au noir. Parfois, enfin c'est vraiment magnifique. Il y a plein de différentes nuances et c'est. On est tombé sous le charme en tout cas. Oui, on est clairement. Alors moi j'avais lancé le sauciflard au tout début, c'est parce que j'en avais marre de voir les guillotines à saucisson, alors que quand on prend l'histoire de la guillotine oui, c'est moins glorieux effectivement. Voilà, avec Monsieur Guillotin, un cher franc-maçon là. Donc j'avais créé le sauciflard pour contrer ça. Alors vous pouvez aller sur le sauciflard contre-révolutionnaire. Ouais, c'est ça, ouais. Mais j'assume complètement. Donc vous pouvez aller voir sur Etsy et vous cherchez Damas et compagnie. Bon, les plus anciens de nos auditeurs se souviennent qu'une guillotine à saucisson nous a vaillamment servi. Donc là, la prochaine, si on arrive à refaire une émission de Nouvel An, promis, ça sera au couteau. Oui, au couteau, voilà. En tout cas, Antonin... Au couteau Noken. Oui, merci pour ta visite. Tu es bien évidemment toujours le bienvenu sur Méridien Zéro. Merci d'avoir évoqué ces problèmes qui te tiennent à cœur et qui nous tiennent à cœur. Et bien évidemment, c'est des choses qui sont appelées à être évoquées et encore sur Méridien Zéro. Avec toi, bien évidemment, tu es bienvenu, je le répète. Et un grand merci en tout cas. Et puis à tous, à très bientôt. Je vous rappelle prochainement, donc dans le même ordre d'idées, en quelque sorte, il y aura cette émission qui vous annoncera pour vous annoncer plus exactement la sortie prochaine, la mise en ligne prochaine du site internet de Solidarité Populaire. Et comme il est coutume, Mathilde, à chaque fin d'émission, à l'abordage. Et pas de quartier. Salut à tous.